Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle tier list qui, je l'espère, vous satisfera. Vous m'avez laissé le choix de décider d'une série incontournable pour moi, une de mes séries préférées, et c'est clair et net que Buffy contre les vampires n'allait pas y couper un de ces quatre. J'envisage même sincèrement le mois prochain d'enchaîner sur un Top sur cette série, tellement elle représente beaucoup pour moi. C'est une série qui pour moi était l'essor de ce qu'on pouvait faire en termes de série live action dans les années 90, qui a su vraiment poser une marque. Je pense que s'il n'y avait pas eu Buffy contre les vampires, il y aurait beaucoup de séries qui auraient tout du moins pris plus de temps à avoir des ambitions fortes dans le récit, comme l'a fait Buffy contre les vampires. Et qu'on soit d'accord, c'est pas la première série à avoir eu ce genre d'ambition, mais c'est vraiment la première série populaire à avoir essayé de parler à un public plus jeune, plus adolescent, tout en essayant vraiment de faire un récit poussé et vraiment pensé en termes de fil rouge, vraiment dans le détail. Et j'ai pas souvent vu ça dans des séries de ce genre-là. Non, et bien sûr, vous pouvez me citer quelques exemples, quelques contre-exemples, mais je pense que c'est vraiment le cas populaire qui a su davantage généraliser ce genre d'approche par la suite. Donc, énormément respect à cette série. Et on se lance sans trop tarder dans la liste parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire, vu que je me suis dit merde. La série Buffy est quand même liée à une autre série que j'adore, qui est malheureusement moins connue, qui s'appelle Angel. J'en ai déjà parlé, pour ceux qui connaissent pas le principe, je vous amène à mon top 15 de mes séries préférées, à un top 15 perso, chercher un petit peu là-dessus, et vous aurez une raison, une explication à pourquoi j'adore Buffy, pourquoi j'adore Angel, en quoi ces deux séries sont étroitement liées et représentent un tout, même si pas tout à fait à 100% la même ambiance. Mais étant donné que ce sont vraiment deux séries interconnectées qui reprennent certains personnages pour les développer plus dans une série et dans l'autre, ça me paraissait un petit peu une perte de simplement envisager une seule série pour cette tier list. Donc j'ai essayé d'en chercher dans les tier lists existantes s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait regroupé ça. Et au début je me suis dit ah merde, il n'y a pas grand chose. Il y avait quelqu'un qui avait regroupé des personnages importants des deux séries, mais c'était quand même assez limité. Puis lorsque j'ai fait une recherche rapide pour la série Angel, je me suis rendu compte que la personne avait vraiment listé quelque chose de relativement complet. Relativement, il y a quelques manques malheureusement, mais c'est quand même, quand on compare à pas mal d'autres tier listes, très complet. Donc j'étais assez content de voir ça. Je suis assez content de voir une liste aussi grande qui reprend vraiment la quasi-totalité des personnages impactants et importants, même certains qui pour moi sont un petit peu trop justes en termes d'importance. On en parlera très vite ça. Et j'ai décomposé ça rapidement comme suit, c'est-à-dire tous les personnages de méchants. Je commence par les méchants pour changer. Après les personnages de soutien un peu particuliers. Et après les héros principaux qui sont présents durant une partie importante de la série qui représente beaucoup. Voilà, et j'ai décomposé ça série par série, c'est-à-dire je fais ça d'abord pour ce que représente la série Buffy, comme ça quand vous en aurez marre et qu'il n'y aura plus rien qui vous intéressera, que vous en foutrez d'Angel, vous pourrez zapper la vidéo et partir, et après on s'intéressera donc aux personnages de la série Angel, suivant le même schéma, d'abord les méchants, et après les persos de soutien, enfin nos héros principaux. Il va y avoir quelques hicks là-dedans, comme vous le verrez, puisque étant donné que c'est lié, il va y avoir des cas où c'est censé se regrouper. Notamment le personnage de Spike, par exemple, qui est blablabla ici. Techniquement, il a un rôle prépondérant dans les deux séries. Alors, je vais le juger par rapport à son rôle global, mais pour moi, c'est quand même largement plus un personnage de Buffy qu'un personnage d'Angel. Et de même, Cordelia, elle a un rôle assez prépondérant dans les trois premières saisons de Buffy, mais pour ma part, elle est quand même plus importante dans Angel. Vous voyez, hein, pareil, Angel évidemment a un rôle important dans les trois premières saisons de Buffy, mais bon, il est plus important dans la série dont il est le héros, c'est évident, nous sommes d'accord. Hein. Mais gardez bien en tête que lorsque je jugerai à certains de ces personnages, ce sera vraiment par rapport à leur globalité, tout leur rôle. Et ouais, c'est un bon gros morceau. Et je vais en virer déjà quelques-uns. J'aurais dû le compter, excusez-moi, je vais faire tout de suite ça. Je rajoute
une catégorie. Je la mets en grise. Je dis oublié. Voilà, hein, parce que bon, je vais pas dire que c'est Osef, mais voilà, oublié. Et je vais le faire direct. Alors, ce gars, il me semble me souvenir rapidement que c'est le maître Dania qu'on voit rapidement. Et à part un tout petit peu son rôle pour la faire passer d'un côté et de l'autre, j'ai jamais trouvé qu'il était très intéressant. C'est juste une figure de transition en fait, qui représente un certain pouvoir, mais rien à foutre. Lui, je me souviens à peine de qui c'est. Sa gueule me dit quelque chose, je me souviens à peine de qui ce qu'il représente, donc c'est donc une série assez fournie. Il manque certains personnages dont je parle rapidement qui sont un peu dommageables. Par exemple, dans Buffy, il manque le personnage du quarterback, un petit peu brut au début, mais qui devient de plus en plus gentil lorsqu'il euh, assume son homosexualité, même si c'est fait de façon un peu comique. C'est assez joli de sa part, et sa mort est un peu tragique à la fin de la troisième saison, par exemple. J'aurais pas été contre qu'il soit présent, parce que je l'aurais plutôt bien placé, celui-là. Il manque la force, ce qui est un cas un peu particulier, la force. Ou, comment ça s'appelle déjà en anglais, je ne sais plus. Parce que c'est pas exactement une traduction très, très fidèle, quoi. Mais bref, ça représente un petit peu le néant, ce qui vient s'en prendre à tout dès lors qu'il n'y a plus aucun espoir. C'est une présence très intéressante, j'aurais des choses à redire, mais bon, il y a un personnage qui la représente, donc j'aurai l'occasion d'en parler. Et oui, on peut citer quelques autres persos, si et là, qui auraient pu être un peu plus cités, comme je sais pas, le pote de Ryan, de Riley. Pourquoi dire Ryan? De Riley. Il avait un rôle pas négligeable. Enfin bon, c'est déjà cool qu'on ait compté Riley, je pense qu'il y en a certains qui l'auraient zappé un peu exprès. Bref, on commence avec, j'ai oublié le nom de ce type, et pourtant il est assez important, il est assez intéressant, c'est le rival de Giles. Oui, Giles qui est ici, oui. C'est le mec qui a un petit peu suivi la même formation que lui, mais qui a fini par devenir un connard qui veut profiter des occasions pour foutre le bordel et en tirer profit. Le souci, c'est que c'est vraiment un méchant secondaire qui a des rôles d'apparition comme ça et qui n'a pas un impact ultra important. Hein, on joue un petit peu sur ce qu'il fait et il est à l'origine de quelques épisodes qui me plaisent beaucoup. Hein. Mon épisode préféré de la saison 1 ou 2, il me semble que c'était la saison 1. Non, c'est la saison 2, je crois. Ouais. C'est un de mes épisodes préférés de la saison 2, c'est centré sur lui qui vend des tenues pour se déguiser et qui font se transformer les gens en les monstres qu'ils incarnent. C'est assez drôle, par exemple, pour dire ça. Mais il a d'autres apparitions qui sont bien cool. Bon, on commence assez vite avec les grands méchants récurrents, avec pour commencer donc le maître. Le maître. Très court, très rapide. Alors, ce gars, je vais le dire clairement, c'est pas le plus marquant. C'est un vampire plus difforme que les autres, et une fois qu'on va au-delà de la chose, à part quelques petites répliques un petit peu cyniques, cocasses, il n'est pas le plus marquant qui soit. C'est quelqu'un qui prépare sa venue dans les mondes des mortels pour tous les envahir, pour se repaître de leur sang, tout ça, tout ça. Et voilà, il joue bien son rôle de menace. On lui donne suffisamment de personnalité pour pas être totalement oubliable, c'est pour ça que je le mets en C+, mais vraiment, c'est pas le méchant le plus marquant. Je vais le dire clairement, la saison 1 est un petit peu à son image, quoi. C'est de bonnes idées, des personnages sympathiques qui commencent un petit peu à germer, mais on sent qu'il y a besoin de se roder dans cette saison 1. Il représente totalement ça. Des enjeux et des moments de personnages plus percutants. Et il fait son job tout à fait correctement. Je veux dire, c'est suffisant pour accrocher, et heureusement que ça a commencé à rehausser le niveau à partir de la saison 2, parce que c'était quelque chose. Ah, il y a un autre méchant dont j'aurais pu parler, puisqu'on est maintenant sur la liste des méchants de la saison 2. On aurait pu compter Spike, mais Spike c'est un cas très très particulier. On en parlera quand on y sera. Drusilla, donc, est un petit peu la psychopathe de service, au passé ultra tragique, dont j'aurais vraiment aimé qu'on le développe plus. Il y a quelques moments autour d'elle, de ces moments où Angelus joue avec elle pour la faire tomber dans la démence avant de la transformer.
Et je trouve sincèrement qu'il y aurait clairement moyen d'en faire quelque chose de plus, d'aller encore plus loin là-dedans. On n'a pas vraiment montré le moment où elle finit par totalement perdre la boule en étant transformée. Il y a un début de quelque chose, mais pas totalement. Je pense qu'on aurait pu en faire plus. Mais je pense que la chose la plus frustrante, c'est que elle meurt pas. Elle n'a pas de conclusion. La dernière fois qu'on la voit, si je ne m'abuse, c'est dans la saison 6 de Buffy contre les vampires. Après donc le combat contre Angel dans la série Angel. Ouais, c'est vraiment en parallèle que ça se fait. Et on la laisse partir parce qu'elle est déçue par Spike qui ne veut pas reprendre ses vieilles habitudes avec elle. Et après, elle n'existe plus. Enfin, on la voit rapidement en flashback dans la saison 5 d'Angel, mais histoire de dire quoi. Elle n'a pas de conclusion. Alors que bon, c'est une psychopathe qui n'en a rien à foutre de buter des enfants, de manger tout ce qui vient, quoi. Elle est tellement tombée bas que la seule chose pour l'apaiser, pour la sortir de là, c'est la mort. Et on n'a jamais donné de conclusion à ça. Peut-être que les BD le font. Enfin, le peu que j'ai vu des BD, elles n'ont pas l'air très convaincantes, mais dans les séries, s'il y a bien un truc qui est frustrant, c'est qu'elle n'est pas de fin. Mais je trouve qu'elle a une bonne présence et s'il n'y avait pas le côté un peu frustrant de cette non-conclusion et du manque de développement sur son passé, je l'aurais situé en A facilement. Mais là, c'est du gros B+. Ensuite, nous avons le maire, je ne sais plus comment il s'appelle. Oh punaise, oui, les noms. Je suis vraiment désolé, même pour une de mes séries préférées, je me souviens pas de tous les noms. Je me souviens qu'il était super fun. C'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire à quelques moments avec ce gars-là, mais de façon beaucoup plus exacerbée. Et ça sentait vraiment le mec bon vivant, qui n'hésitait pas à se moquer, à se marrer et à nouer un peu des liens avec les gens qui sont de son côté, même s'il sait que c'est un destructeur qui va faire en sorte de tout foutre en l'air. Il a envie de s'amuser. Et ça crée un contraste très bon avec les moments où il finit par devenir sérieux et dire ok, là ça va devenir grave, vous allez en chier. Il y a ce côté qui est très bon autour de lui et le fait aussi qu'il, au bout d'un moment, devient un petit peu invincible jusqu'à son ascension à la fin de la saison 3. J'aime beaucoup ça, on joue très bien là-dessus. Et oui, comme un idiot, j'ai failli oublier. Oui, je dis ça, voilà, j'aime beaucoup ce personnage, le Mera. Voilà, j'ai parlé de Drusilla et j'ai dit, ah, ce serait cool qu'on compte un certain personnage qu'on n'a pas fait. Et oui, ce personnage, c'est Angelus. Pas Angel, Angelus. Et j'ai vu aucune liste qui comptait les deux, donc j'en parle comme ça. Angelus, c'est vraiment le gros sadique totalement exacerbé. C'est quelqu'un qui est cynique et cassant en prenant vraiment son pied à foutre tout le monde dans la douleur, dans la souffrance. Et oui, il y a vraiment ce genre de torture, notamment autour de Drusilla psychologique, qui fait qu'ils sont vraiment très fortes à voir et qui le cimentent comme très bon méchant. Alors, étant donné qu'on se centre plus sur Angel, je me doute que c'est ce personnage-là qu'il faut juger, mais c'est vraiment deux personnalités à part, c'est pour ça que j'ai compte à part, et je trouve que ouais, je l'aurais mis en A. Là aussi, Angelus, limite S. Donc, ouais, c'est pour dire. Nous avons ensuite Adam, un personnage un peu mal aimé, pour une raison que je comprends très bien. Le problème, c'est qu'il est trop peu exploité. J'aime beaucoup son concept, c'est un monstre de Frankenstein, une version beaucoup plus moderne, où ce coup-ci c'est plus un robot de Frankenstein qui essaye un petit peu de purger le monde parce qu'il a cette vision très parfaite de la chose et le gros problème avec lui c'est que il est introduit dans le dernier tiers de la saison. Juste avant, c'était juste une espèce de rumeur dont on entendait parler quelques fois. Et lorsqu'il est mis en place, et ben vraiment, le conflit contre lui s'étend sur quoi 5 épisodes. Vraiment, je crois que c'est le max avec 5 épisodes et je crois même que je suis généreux, peut-être même un petit peu moins. Donc, ouais, il n'a pas la place de briller énormément, ce qui fait que, ouais, c'est pas le méchant le plus sensationnel qui soit. Mais dans le concept, dans la présence, je trouve qu'il est très, très sympathique, c'est excellent à observer. Problème, trop rapide.
beaucoup trop rapide comme apparition, ce qui fait que ouais, c'est plus du B- malheureusement. Ensuite, nous avons... pourquoi je les ai mis ici? C'est dans cet ordre-là, merde. Nous avons ensuite Ben et Gloria. Alors Ben, c'est pas vraiment un méchant, mais il est totalement lié à Gloria, puisque ce sont les deux mêmes facettes d'un même corps, de personnalités qui sont rattachées, qui sont obligées d'alterner. Et donc j'apprécie beaucoup le concept. C'est très cool. La première fois que ça vient, tu penses pas vraiment, quoi. Mais lorsque on a enfin cette révélation, ça te tombe dessus, tu te dis ouais mais c'est évident en fait. J'aime beaucoup la façon dont ça a été amené, c'était très bon ça. Et oui, c'est deux facettes très différentes d'une même personnalité. Ben qui essaye de faire le bien pour compenser un peu le mal que Gloria fait, alors que Gloria, c'est vraiment une psychopathe. Non mais une tarée psychopathe qui veut foutre le monde en l'air une fois de plus, parce que c'est une déesse qui est un petit peu rongée par toute sa puissance et elle a ce complexe total de supériorité qui la fait se mettre au-dessus de tout le monde quoi. Et étant donné qu'elle est totalement folle alliée, ça la rend très très fun à suivre. Je la mets en A elle aussi. Et ensuite nous avons Ben qui essaye de la compenser un petit peu. J'apprécie le côté tragique du personnage. J'avoue que l'aspect rapide de son retournement de veste à la fin faisait un peu juste. Au bout du compte, ça foutait un petit peu en l'air le début de développement qu'on aurait pu instaurer autour de lui et ça le rend un peu moins percutant qu'il le pourrait. C'est un peu comme Adam en fait. Bon concept, je trouve que on l'a pas étendu assez. Parce que si on le voit en dehors de Gloria, c'est le bon gars typique. Une fois qu'on le montre par rapport à Gloria, il y a quelque chose de très intéressant. Et on développe pas ça énormément. Et quand à la fin, il se dit ok, je te suis Gloria, parce que j'ai pas le choix. C'est pas mérité le drame autour de ça malheureusement. Ensuite, nous avons le trio des losers. Je sais plus comment ils se font appeler. C'est vraiment les losers qui essayent de se faire leur petite bande, ils essayent de se montrer cool, badass, tout ça, tout ça. Et donc, ils forment un peu les grands ennemis de Buffy durant la saison 6. Et tout le monde se posait la question, c'est vraiment ça les grands méchants? Et la série a répondu, oui, techniquement. Sauf à la toute fin, on a un petit peu changé la donne, mais c'est ça qui est vachement intéressant en fait. On a des Matu qui essayent un petit peu de se faire mousser, de se faire remarquer parce que c'est un peu des losers dans la vraie vie quoi. Et le côté un petit peu caricatural de la chose, je le trouve pas si extraordinaire que ça. Et bon, je dois avouer que quand même Andrew qui fait une référence à Dragon Ball au début des années 2000, c'est quand même super rare, hein. Maintenant, c'est facile de faire des références à ça. Maintenant, c'était pas quelque chose de si simple que ça à faire. Bon, par contre, c'est traité un petit peu à la gaminerie aussi, hein. Mais bon, le truc, c'est que ils essayent un petit peu de se donner une certaine valeur parce qu'ils se sentent un petit peu à part, ils veulent se donner de l'importance. Et j'adore le fait que ça finit par dégringoler en fait. Que ça finit par atteindre des sommets qui ne s'attendaient pas à atteindre pour certains et que il faut un peu choisir son camp. Est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on va jusqu'au bout de notre délire, quitte à être vraiment de vrais méchants et pas juste pour s'amuser. Et j'apprécie beaucoup la façon dont on montre ce contraste entre les trois personnages, avec un qui est moins intéressant que les autres, avec Andrew, et c'est celui qui survit malheureusement. Je sais pas, je suis pas un fan d'Andrew en fait. Je le trouve suffisamment drôle, et je trouve qu'il joue un rôle d'entre-deux, dira-t-on, de mecs qui se laissent un petit peu influencer entre Jonathan et Andrew pour dire que voilà quoi, il apporte un petit quelque chose, mais voilà, c'est le moins intéressant du lot dans sa mentalité et il suit juste celui qui s'affirme le plus. Et à la fin, quand il essaie un peu de se racheter en faisant son geek, tout ça, il apporte pas énormément de choses. Il a quelques moments drôles, mais il apporte pas énormément de choses. Mais bon, il passe hein, tout à fait correctement, hein. Je le mets en C+, là aussi, hein. Euh, en toute sincérité, la seule chose dans laquelle il me gonfle particulièrement, Andrew, c'est pour Angel, en fait. La saison 5 d'Angel, c'était après que la série Buffy s'est terminée, et on était en droit d'espérer, avec toute la nouvelle situation qui se passe, d'avoir quelques petits caméos de la série Buffy, et qu'est-ce qu'on a eu? Deux caméos d'Andrew. C'est tout. On avait personne d'autre à part Andrew, quoi. Deux épisodes.
vous aviez personne d'autre à nous donner. Andrew, quoi. Merci. C'était cool, c'était cool. Donc, Jonathan, plus intéressant, c'est quelqu'un qui s'est un peu laissé transporter là-dedans et qui a vu que ça allait trop loin. Mais étant donné qu'il était un petit peu en infériorité numérique, il s'est un petit peu senti obligé de suivre le cours, même si ça lui déplaisait et qu'il a essayé un petit peu de rattraper son erreur. Et étant donné que c'est quelqu'un qui est vraiment introduit depuis la saison 2, vraiment présent depuis la saison 2, et qu'on montre qu'il a vraiment des problèmes d'estime de soi, il a même tout un épisode dédié dans la saison 4, c'est très intéressant de le voir s'imbriquer là-dedans, de voir se dire oui, ce serait cool de s'amuser un petit peu avec la tueuse, mais quand on va trop loin, merde. Quand même, faut pas exagérer. Ça n'empêche pas que, ouais, il y a quelques mentalités discutables, hein. Je veux dire, il était quand même un petit peu partant pour le plan de Warren, visant à contrôler l'esprit de certaines filles pour leur faire certaines choses, quoi. Il était un peu partant avec cette idée. Bon, il a peut-être pas en tête de les violer exactement, au sens direct du terme, mais quand même une violation de leur libre arbitre, c'était juste pour faire la soubrette ou les embrasser, un truc comme ça, quoi. Donc, ouais, il a quand même des choses à se reprocher, mais c'est ça que j'aime un petit peu quand même là-dedans, c'est que c'est quelqu'un de moralement gris, mais qui tend beaucoup plus vers le lumineux, si j'ose dire, hein. Il a quand même un peu d'éthique derrière ça, et lorsqu'il est pris là-dedans et qu'il essaye de se racheter, c'est difficile pour lui. Quand il essaye de se racheter à la fin et qu'il en meurt parce que Andrew est un idiot qui se laisse manipuler facilement, c'est tragique pour le personnage et je le regrette vraiment. Et à côté, nous avons donc Warren, qui est un de mes méchants préférés de cette série. Et je sais que ça peut paraître bizarre parce que voilà, c'est un loser. On le découvre la saison précédente avec ce robot qu'il a créé de toutes pièces pour servir de petite amie parfaite. On voit déjà sa considération de la gente féminine par rapport à ça. Et comment et il a traité la chose une fois qu'il s'est découvert une vraie petite amie qui lui résistait un petit peu. Il y avait un message derrière ça, quoi. Je me suis fait une petite amie robot, mais je me suis fait une vraie petite amie à côté. Et ouais, c'est beaucoup plus épanouissant avec ça. Seulement, ça reste un loser qui n'a pas eu le courage de se débarrasser de son robot, d'essayer de régler le problème. Il l'a laissé derrière comme un connard. Donc déjà, dès le début, on voit que le mec a un côté pathétique en gérant mal les choses. Et au début, il est un petit peu dans le délire, on s'amuse, tout ça, mais c'est là qu'il finit par totalement perdre pied lorsqu'il se dit ok, je vais forcer ma petite amie, celle qui m'a plaqué, à être avec moi, avec une puce qui contrôle son esprit. Et c'est là qu'il va totalement dégringoler et virer dans le côté obscur et devenir le méchant qui se dit merde, voilà, j'ai franchi ce cap, je vais jusqu'au bout. C'est très intéressant de voir cette mentalité évoluer, hein, et c'est vraiment totalement aux antipodes de Jonathan qui se dit merde, non, je veux pas accepter ça. Lui dit ok, très bien, je vais totalement embrasser ça. J'ai fait l'impensable, j'en ai plus rien à foutre. Et ouais, c'est lui qui sera responsable de pas mal de choses, quoi. Il aura peut-être provoqué le plus de dégâts chez nos héros en tant que grand méchant. Je veux dire, c'est lui qui est responsable directement de la mort d'un de nos personnages principaux. Directement. C'est très intéressant de voir comment quelqu'un, somme toute, assez loser sur les bords au début, peut virer aussi mal. Et le conflit qu'il apporte à la fin, parce que c'est lui qui est à l'origine de tous les problèmes de cette saison 6, enfin de tous les problèmes qui surviennent dans cette saison 6, pas les problèmes sous-jacents des saisons précédentes, et, et comment il en vient à devenir de plus en plus cette merde. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la façon dont on a illustré le développement de ce personnage, je l'aime beaucoup. Nous avons ensuite le père Max Subtil. Je l'aime pas des masses celui-là parce que je trouve tout simplement que c'est un cliché ambulant. Le cliché du mec pas du tout fin qui dit ouais, les femmes sont des êtres inférieurs, nous devons tout faire pour les garder dans cet état d'esprit, tout ça. Il incarne totalement le problème que j'ai dans le ton du message de la saison 7. Hein, j'en ai déjà parlé à quelques reprises, pour moi la saison 7 est la plus faible. Je la déteste pas, mais je la trouve faiblarde rien que pour son thème où on nous force le message féministe dans la gueule, quoi. Avec tous ces hommes qui représentent le méchant patriarcat, tout ça. Alors que on peut mettre en avant le fait qu'il y a
des inégalités, des injustices envers les femmes, sans aller à ce point dans le rentre-dedans. Mais c'est du rentre-dedans abyssal. Et ce mec en est l'incarnation parfaite. Alors, je ne dis pas qu'il n'a pas une certaine présence, et ouais, on sent qu'ils aimaient bien l'acteur, vu qu'ils l'ont repris de Serenity et Firefly, mais l'acteur ne suffit pas à rattraper un personnage écrit aussi grossièrement. Ce personnage il est beaucoup trop ridicule dans son approche, en dépit du fait qu'il soit pété comme jamais, parce que bon, il est aidé par la force, donc cette espèce d'entité qui peut prendre la forme des morts et parler aux gens de façon informe, tout en ayant une armée d'Urukai, si j'ose dire, de super vampires à sa disposition. C'est très intéressant dans le concept. Hein, bon, parce que voilà, je finis de parler de lui, il n'est pas intéressant. La force est très intéressante dans le concept. Le problème, déjà, on n'a pas d'image précise parce que voilà, la force n'a pas de forme réelle. Elle prend juste la forme des morts. Et je trouve que sa seconde apparition, sa première apparition dans la saison 7 est excellente. À ce niveau-là, il y a vraiment ce décrescendo sur tous les grands méchants des saisons précédentes. D'abord Warren, puis Gloria, etc. C'est super bon. Et c'est une entité qui essaye vraiment de jouer sur le mental, la psychologie des gens. C'est très intéressant. Je n'aime pas la façon totalement grossière dont il s'est fait battre à la fin et oui, toute la stratégie de merde qui a été mise en place. Mais il y a un gros problème avec la saison de fin. Et ce qui fait que voilà, sa fin n'est pas satisfaisante parce qu'il n'y a pas de vraie lutte directe contre elle. Même mentale, hein, je demande pas une lutte physique directe, mais mentale quoi. C'est une entité qui a des tonnes d'apparitions super bonnes, qui joue sur la psychologie des personnages, et à la fin elle fait juste un discours, ah tu vas pas y arriver la tueuse, et à la fin, oui bah, je vais y arriver, je suis courageuse, tout ça, il n'y a pas plus que ça. On aurait pu davantage mieux jouer là-dessus. C'est pour ça que ça rend ce méchant frustrant. Donc on commence avec les personnages de soutien avec Joyce. Très bon personnage de mère. Je la mets en B parce que bon, c'est pas non plus comme si elle avait un rôle ultra prépondérant, mais c'est vraiment la mère qui inquiète pour sa fille, qui a une certaine complicité avec, et on ressent cette différence des générations, hein, ce problème d'entente. Et à chaque fois, on sent que c'est vraiment une mère qui veut aider son enfant, qui veut essayer de trouver ce qu'il y a de mieux pour elle. Ce qui amène certains conflits assez cool. Et oui, l'épisode centré sur sa mort était, une fois de plus, particulièrement crève-cœur. Je la mets en B+, ouais, en B+, elle est parmi les meilleures, pas tout à fait en A, parce que je pense qu'elle manque un peu trop d'importance dans l'absolu pour être aussi marquante, mais vraiment un personnage très solide. Nous avons ensuite Snyder. Il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle, ce gars. Ouais, je le mets en B- celui-là. Je trouve que, en dépit du côté un peu caricatural du gars, parce qu'il est un petit peu caricatural quand même, hein, le vieux proviseur renfrogné, il appuie quand même plutôt bien l'ambiance du lycée durant les 3 premières saisons. Et le côté, oui, je suis derrière le maire, tout en pensant un petit peu à ma pomme. J'aime bien ce gars, il crée une bonne ambiance au sein du lycée. Après, est-ce que c'est si marquant que ça? Non, mais allez, B-, B-. Après, nous avons la première amoureuse de Giles. Enfin, c'est pas sa première forcément, mais c'est la première qu'on voit. J'aime beaucoup le développement de leur relation lorsqu'on apprend le passé de celle-là, ce qu'elle représente. J'aime beaucoup le drame, comment elle essaye de se racheter, mais qu'elle n'y arrive pas une fois de plus. Angelus, excellent personnage. Oui, en fait, je dis ça, mais oui, Angelus, en plus de Warren, c'est un de ceux à avoir tué quelqu'un d'important. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, oui, c'est le drame, quoi. C'est un personnage qu'on connaît depuis le début de la saison 2, je sens que même depuis la fin de la saison 1. Enfin bon, c'est un personnage qu'on connaît depuis un certain temps, présent depuis un certain temps, ils ont noué une certaine relation et paf, le drame. Je trouve qu'elle remplit très bien son rôle, elle a une bonne personnalité, elle sait bien s'affirmer, et oui, sans doute qu'elle aurait pu être mieux placée si elle avait eu plus de temps pour briller, mais telle qu'elle, elle fait aussi partie du B+, pour moi. Ah, c'est difficile de qualifier ce qui est le mieux là-dedans. Mais on a des tonnes de personnages féminins extrêmement bien écrits, hein. Après, nous avons, il me semble que c'est Amy,
Premier personnage de sorcière, qui a clairement pas été pensé comme ça au début. C'est un des tout premiers personnages, je crois qu'elle apparaît dans l'épisode 2 de la saison 1, voilà, donc présente depuis très tôt celle-là, où on a une histoire sur sa mère qui a échangé son corps avec elle parce qu'elle fait de la sorcellerie. Et le truc avec ça, c'est que on sentait vraiment que c'était pas prévu pour aller beaucoup plus loin, mais on a essayé de jongler sur ce personnage en disant que maintenant elle aussi fait de la magie, alors que c'est sa mère qui l'a forcé à faire de la magie, mais maintenant c'est une grande sorcière qui est à fond là-dedans. Et puis elle a plus fait chier le monde qu'autre chose. Ça a été majoritairement une blague parce que pendant 2 saisons, ouais, 2 grosses saisons, hein, c'est ça, 2 saisons entières, c'était une souris ou un hamster, un truc comme ça, et elle a été retransformée comme ça par Pure Chat. C'était un personnage gag et à la fin, ça servait juste à faire chier le monde. Ah, regardez, je veux montrer que je suis meilleur que vous, tout ça. Ce personnage m'a pas grandement marqué et je trouve que oui, il passait bien en tant que personnage d'un épisode, mais plus on la mettait en avant, moins elle m'a parlé celle-là. Nous avons ensuite la chef de la division de Riley, très sévère. On sentait qu'elle appuyait bien le secret de son organisation et le côté strict. Et elle jouait bien son rôle, B-. Après, nous avons la copine d'Anya, que je trouve sans intérêt, c'est moins. Je veux dire, elle a un peu de personnalité et ça aide à appuyer qu'Anya a certaines relations dans son job comment on appelle ça? Démon de la vengeance, c'est ça. Donc c'est cool. Mais une fois qu'elle se met un petit peu en avant, je la trouve pas intéressante. Sa mort, c'est une blague pour moi dans la saison 7. C'est vraiment une grosse blague, sa mort. Donc je. J'ai pas grand chose à en dire. Elle a suffisamment d'impact pour avoir une valeur supplémentaire à ce mec-là, quoi, qui est donc leur chef, mais sans plus, honnêtement. Nous avons donc ce mec, alors qui, en dépit du fait d'être dégueu, est relativement sympa. J'imagine que c'est ça l'approche. C'est un mec sympa qui se retrouve comme par hasard pris là-dedans et ouais, voilà, c'est le monstre sympa de passage qui essaye un petit peu d'aider avec ses disponibilités parce que voilà, charité, on est gentil avec moi, je suis gentil avec les autres. Il appuie bien que faut pas juger stupidement un livre à sa couverture, mais une fois qu'on va au-delà de ça, il n'a pas une personnalité ultra poussée, quoi. Après, nous avons la star de ma famille d'abord. Je sais pas. Il me semble avoir vu ailleurs que dans cette série, j'arrive plus à me souvenir où. Il me semble l'avoir vu dans une série où il m'avait bien plu. Tel quel, il est bien. Je vais aussi le mettre dans le B- celui-là. Oui, il y en a pas mal de B pour l'instant, hein, vous m'excuserez. Hein. J'aime bien les personnages, mais c'est vraiment dans les persos principaux qu'il y a du A et du S, quoi. Les persos secondaires réussissent très bien leur coup, mais pas au point d'être parmi la crème de la crème pour moi. Et lui, on appuie bien son passé, son besoin de vengeance, et c'est un personnage de soutien avec quelques petits à côté discutables. C'est quelqu'un qui suit ça par un désir un petit peu familier, singulier de vengeance. Hein, et lorsqu'il est mis face à ça autour de l'histoire avec Spike, c'est sans doute un des conflits les plus compréhensibles de cette saison 7. Voilà, c'est un des personnages introduits dans la saison 7 qui me plaise le plus. Peut-être celui qui me plaît le plus, quoi. Donc, voilà, j'apprécie son apport à celui-là. Hein. J'aurais beaucoup moins de bien à en dire des suivantes qui vont pas tarder. Mais pour l'instant, nous avons notre première seconde tueuse, Kendra. Kendra qui est née suite à la mort instantanée, momentanée de Buffy à la fin de la saison 1. Et c'est vraiment la tueuse beaucoup plus stricte, je suis les règles, tout ça, tout ça, tout ça, pour vraiment faire le contraste avec la Buffy beaucoup moins carrée. Ça, c'est cool à ce niveau-là. Après, est-ce qu'elle est très importante en dehors de ça? Non. Elle n'a pas des masses d'apparitions en fait. Hein. Elle apparaît donc dans le double épisode qu'il introduit et il me semble qu'elle apparaît une fois dans la saison 3. Rapidement. Et c'est tout. Donc elle n'est pas ultra marquante. Elle n'a pas beaucoup de place pour briller. Et telle quelle, elle appuie bien le contraste avec Buffy, mais une fois qu'on passe ça, voilà, elle est là quoi. Elle joue son rôle très correctement, hein, j'ai pas de problème important avec elle. Hein, c'est juste que je n'est pas la plus mémorable quoi. Après nous avons donc le groupe des tueuses potentielles. Oh mon dieu, on commence à parler de ce qui m'énerve un petit peu. Puisque je suis vraiment pas fan de l'approche qui a été faite à plusieurs moments autour de ça.
ce moment, nous sommes en guerre, il faut faire gaffe à toutes les tueuses potentielles, tout ça, on forme une armée et tout et tout. Déjà, l'ambiance que ça crée était pas intéressante, mais surtout lorsqu'on centre un petit peu sur certaines d'entre elles, ça n'a pas volé très haut. Et je suis vraiment déçu que ce soit ces trois-là qu'on affiche et qui manque ma préférée du lot. Parce qu'on en a mis vraiment en avant 4, si je ne m'abuse. Qu'on me reprenne, il me semble qu'on a mis vraiment en avant 4 tuos potentiels. Donc ces trois-là et une autre qui est ma préférée. Dont l'actrice a joué un rôle important dans Supernatural par exemple. Je me souviens un peu de ça quoi. Je me souviens pas de leur nom, je s'en est clairement pas à ce stade-là. Sauf une, on va en parler. Et voilà, donc nous avons Chieuse. Ah non, c'est Chieuse géniale, je me plains tout le temps, je fais chier le monde. Vraiment insupportable et je n'ai pas pu la blairer. Genre, elle fait peut-être un petit peu trop méchant. Eux moins, mais vraiment insupportable quoi. C'est toujours ah je me plains, on a des problèmes, comment t'oses nous faire ça, ça, chaque fois, tout ce qu'elle a apporté c'est du conflit pour le plaisir de se plaindre. Celle-là elle était gavante. Nous avons ensuite elle qui était on lui a dédié une moitié d'épisode relativement sympathique qui servait surtout à appuyer davantage Dawn et après ben, elle suivait le mouvement. Elle n'était pas déplaisante ou quoi que ce soit, juste elle était là pour suivre un peu plus effacée que les autres. Et là, voilà, ça va le passer. Hein. Et ensuite nous avons Kennedy. Ah, Kennedy. Alors je sais que c'est petit de ma part de faire ça, mais je peux tellement pas la supporter, tout simplement pour son couple avec Willow qui fait beaucoup trop forcé et rapide. Et vraiment, quoi, elle est totalement entrepreneuse du genre, vas-y, on peut être ensemble, tout ça, tout ça. Déjà, je trouve ce genre d'approche assez graveleuse. Je veux dire, si c'était un mec qui faisait ce genre de choses, on le qualifierait de lourd, mais étant donné que c'est une fille, ça passe peut-être mieux. Et oui, elle a beau représenter quelque chose de bien pour Willow, c'est-à-dire, elle a besoin de changer, de passer à autre chose après Tara, je comprends, mais leur romance n'a pas été bien amené et j'ai jamais trouvé très intéressante, quoi. Je veux dire, telle qu'elle, c'est un peu comme elle, quoi. C'est-à-dire, ça passe vaguement, quoi. Elle est suffisamment acceptable en termes de mentalité, mais son couple avec Willow faisait tellement forcé pour le besoin de la mettre avec quelqu'un que, en toute sincérité, elle passe pas trop pour moi. Je préfère quand même à ce qu'on-là, hein, je suis sûr, sérieusement. Bon, nous commençons la liste assez longue, comme vous le voyez, des rôles centraux. Hein, avec pour commencer Riley, c'est un rôle central, il a joué un rôle très primordial dans la saison 4 et dans la première moitié de la saison 5. Et je trouve qu'on l'a gâché le personnage. Je vais être assez honnête avec vous. C'est vraiment l'opinion la plus impopulaire qu'il y aura dans cette liste, mais pour moi, le couple le plus intéressant, ça a toujours été entre Buffy et Riley. Pas entre Buffy et Angel, pas entre Buffy et Spike, Buffy et Riley. Je sais, je fais partie de la très petite minorité à croire ça, mais j'aimais bien le fait qu'ils se retrouvent un petit peu dans le besoin de cacher quelque chose et de donner à Buffy quelque chose de plus terre à terre. Chaque fois que c'était Angel ou Spike, c'était toujours mon Dieu, il faut que je gère ça en même temps, de mes tracas, tout ça. Et au bout d'un moment, le drame qu'on faisait autour de mon Dieu, est-ce que je peux sortir un vampire? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Mon Dieu, est-ce que je peux sortir avec un autre vampire alors que c'est un connard de base mais qui essaye de s'améliorer? C'est difficile, tout ça. Chaque fois qu'on insistait là-dessus, je trouvais que ça faisait un peu forcé et ça la faisait passer presque pour une fétichiste du genre il faut que je sorte avec un vampire. Le pire pour moi, je vais en parler rapidement parce que j'aurai pas trop l'occasion de le faire, c'est dans l'avant-dernier épisode d'Angel où on chie sur le personnage parce que bon, l'actrice a refusé de participer à la dernière saison d'Angel, donc ils ont décidé de chier sur le personnage. Parce que je suis désolé, c'est vraiment chier sur le personnage, ça. On l'a fait sortir avec un autre vampire. Que ces deux-là. Ah, maintenant, le sort avec un autre vampire, le suis heureuse. Il vous foutez de ma putain de gueule, c'est n'importe quoi. C'est ridicule. Pour moi, son couple avec Riley était très intéressant dans le sens où il représentait quelque chose de plus terre à terre pour elle. Quelqu'un qui était prêt à l'épauler tout en pouvant la faire revenir sur terre de temps en temps. Et pour moi, il était beaucoup plus stable et beaucoup mieux pour elle que les deux autres.
hein, même si j'avoue qu'il n'a pas été super bien géré dans la saison 5. C'est la chose qui me gêne dans la saison 5. Et quand Angel est apparu dans la saison 4 et qu'ils ont fait un concours de qui pisse le plus loin rapidement, c'était pas génial. Mais ouais, j'aimais beaucoup ça. Par contre, voilà, si je devais dire donc son rôle dans la saison 4, ce serait un B+. Mais il y a la saison 5. La saison 5 où, étant donné qu'il y a ce côté, elle fait pas trop gaffe à moi, donc je vais m'intéresser à autre chose, je vais partir sur ce délire de vampire drogué qui suce le sang, mais rappe un tout petit peu, histoire de faire passer la drogue, ça fait un trip particulier. Je rentre là-dedans, non, c'était n'importe quoi pour moi. Et cette espèce de chantage, à la fin on dit je vais partir, tu veux ou pas me suivre, tout ça, c'était un peu naze. Après, je suis content pour lui quand, lorsqu'il est apparu dans la saison 6, on a montré qu'il a trouvé quelqu'un qui lui allait mieux. Mais c'était cette façon de mettre un terme à sa relation avec Buffy, c'était chiant. C'était assez chiant. On sentait que vous aviez... Je sais pas en fait. Est-ce que vous étiez pas inspiré pour continuer ou est-ce que c'était le mauvais retour des gens qui n'avaient pas aimé Riley dans la saison 4 parce que la saison 4 est une des plus décriées et ils se sont dit ok on va le virer parce que cette façon de se débarrasser de lui était un petit peu gavante. Donc ouais, il a un pas mal régressé dans la saison 5, malheureusement, ce qui fait que je le mets en B-. J'ai quand même le mettre un petit peu devant ça, hein, oui. Mais B-, malheureusement. Ah. Donc on va commencer avec sans doute ouais, le morceau le plus polémique. Je n'aime pas particulièrement Anya. Les autres personnages, je vais être plutôt positif sur eux, rassurez-vous. Hein, même Dawn, je vais être relativement positif par rapport à ce que certains disent, mais Anya, je peux pas. J'ai trop de mal avec elle. Autant son petit délire, son côté, j'ai du mal à entrer dans les coutumes humaines, c'est marrant. C'est un épisode. Mais le fait qu'elle arrête pas d'insister là-dessus, ça devient vite gavant. Et ce côté, ah, mais je comprends pas votre façon de penser, ça devient vite saoulant à la longue. Et c'est vraiment quelqu'un qui s'incruste, qui essaie toujours de se faire voir, tout ça. Pour le gag la plupart du temps, mais au bout du compte, elle en devenait assez saoulante. Et ouais, son couple avec Alex m'a vraiment pas fait grand-chose. Vraiment. Après, elle a des moments assez forts. C'est quelqu'un qui, quand même, s'est servi de son cerveau, qui est un petit peu intelligente et qui aide. Et le fait qu'on montre quelqu'un virer du bon côté, un petit peu par obligation, mais quand même s'attacher un peu à ça, c'est cool. Le truc, c'est que, oui, je trouve qu'on a déjà largement mieux fait avec Spike à ce niveau-là. Et ouais. Ce côté revanchard, un peu tout pour ma pomme qu'elle essaye d'afficher le plus souvent possible, j'ai un peu de mal, quoi. C'est pas le pire, je la déteste pas affreusement, mais j'ai du mal avec elle, vraiment. Et ouais, son développement à la fin, je redeviens une déesse de la vengeance parce qu'il m'a brisé le cœur, ce qui a amené de façon un peu grossière, tout ça, j'étais plus dedans. Je vous cache pas que j'étais plus dedans. Bon, commençons à parler des meilleurs personnages, ceux que j'adore, avec Spike déjà, qui est excellent. Vraiment, j'aime beaucoup. Ouais, je vais mettre en A+, pas tout à fait en S. Je vais vous expliquer pourquoi. J'aime beaucoup sa mentalité, le fait que c'est quelqu'un qui en a rien à foutre. C'est vraiment le loupard qui se dit tiens, je fais ça pour m'amuser, j'en ai rien à foutre du reste. Mais ce côté, j'aime la vie malgré tout, enfin l'après-vie de son point de vue. J'aime la vie et ce qui m'amuse dans ce monde, c'est quand même qu'il existe. Contrairement à Angelus qui lui se dit oui, je veux tout détruire. Ce qui était très intéressant à la fin de la saison 2, quoi. Parce qu'il s'est devenu un petit peu l'allié de circonstance de nos héros parce qu'il voulait pas que le monde se termine. Donc dès la saison 2, on montrait qu'il était un peu à part. Et j'apprécie énormément le fait que c'est vraiment par obligation, c'est vraiment le destin qui l'a forcé totalement forcé à œuvrer avec les héros, alors que qu'il voulait pas ça hein, dans la saison 4, quoi, mais c'est vraiment ça qui l'a forcé, pour que petit à petit, ils commencent un petit peu à se mettre de leur côté, même si c'était pas son truc. Même si, oui, c'est quelqu'un quand même qui veut faire le mal, c'est un petit peu dans sa nature. C'est un truc que je vais revenir là-dessus lorsque je parlais d'un autre personnage qui me déplaît, mais bref, quoi. En dépit de ça, il y avait cette attache qui s'est créée. Et surtout, cette attache envers la tueuse et ce qu'elle représentait pour lui. Ce qui fait que il y a quelque chose de très fort qui s'est instauré entre elle
entre Buffy et lui, durant cette saison 6 et cette saison 7, c'est très bon à ce niveau-là, tout en appuyant que c'est quand même quelqu'un qui n'a pas d'âme. Donc il y a ce désir de l'avoir pour lui où il n'arrive pas à se contrôler pleinement. Et lorsqu'il essaye un petit peu de la violer dans la saison 6, oui ça arrive quoi, lorsqu'il se sent super mal et qu'il s'énerve pour partir ailleurs, on sent vraiment tout ce tiraillement de cette conscience qu'il n'a pas, qu'il essaye d'avoir. Et ce qu'il essaye de faire à la fin de la saison 7, c'est très intéressant, c'est très bon. Et le fait qu'il retrouve son âme, qu'il essaye de se racheter pour être du côté de Buffy, une fois qu'il finit par la revoir, son âme, c'est très bon. C'est une des meilleures parties de la saison 7, ça. Et son sacrifice de fin aurait été très bon si c'était pas un objet à la con qu'on avait introduit rapidement dans un épisode d'Angel, mais très vite comme ça, sans expliquer quoi que ce soit. Ça aurait été très bon, ce sacrifice-là, mais ça passe quand même très bien, quoi. J'aime beaucoup l'arc du personnage et sa conclusion. Sauf que, tout ce que je vous ai décrit là, c'est très suffisant pour le mettre en S, hein, nous sommes d'accord. Sauf que, il y a la saison 5 d'Angel, où il apparaît, où il a un rôle proéminent, et j'ai un peu plus de mal. Je dis pas qu'il est mauvais dans cette série, quoi. J'apprécie aussi le fait qu'on essaye de le mettre en conflit direct avec Angel pour qui est digne de recevoir la vie. Quel vampire de tes dames est digne de recevoir la juste récompense maintenant que lui l'a eu. Et c'est très intéressant cette argumentation. Dire, toi, tu as eu ton âme par accident, on te l'a forcé à l'avoir. Moi, je me suis battu pour l'avoir. Donc, qui est le plus méritant, à ton avis? Il a totalement raison. Ce qui m'énerve, c'est que au bout d'une dizaine d'épisodes, on dit merde, ça veut rien dire. Au bout du compte, c'est Angel le grand héros et Spike suit. Et on le met là juste pour forcer les frasques de duo avec Angel. Et c'est marrant par moment, mais c'est quand même beaucoup moins intéressant que ce qu'on a mis en place dans la série Buffy pour moi. Et je dis pas que c'est mauvais, hein, je trouve que le Spike de la cinquième saison d'Angel, il vaut B+, mais voilà, quoi, si tu fais le topo, t'as un S- plus un B+, bah ça fait un A+. Voilà, c'est mon personnage préféré, mais pas tout à fait en S pour l'instant. Hein, pas de S pour l'instant, mais pas loin, rassurez-vous. Rupert Giles, ouais, c'est mon premier S, lui. Alors, enfin, j'hésite en fait, parce que c'est peu pareil que pour Spike. J'adore Giles dans les 6 premières saisons. Cette espèce d'attache qu'il se crée autour de Buffy, ce besoin de la protéger, le fait qu'il devienne son père de substitution, c'est excellent. Qu'il essaye certaines choses, qu'il se rende compte qu'il restreint un petit peu Buffy en lui donnant cette porte de sortie tout constante quoi, dans la saison 6, même si c'est pas le meilleur timing, mais c'est intéressant la façon dont on gère le personnage. Et dans la saison 7, j'ai du mal. J'ai un petit peu de mal parce que on force totalement le conflit entre lui et Buffy pour le faire passer pour le connard de service qui veut pas donner le pouvoir aux femmes. Une fois de plus, le message féministe est tellement dans ta gueule dans cette saison 6, 7. Vraiment, donc j'hésite. C'est un peu comme Spike, mais le truc avec ça, c'est que c'est quelques épisodes. Spike, tout le truc de Spike, c'est vraiment toute une saison, là, c'est quelques épisodes, donc j'hésite. C'est comme Spike, je vais le mettre en A+. Mais pas loin de S, pas loin de S. Hein, parce que voilà, les 6 premières saisons, c'est du S, quoi. La dernière saison, discutable, malheureusement. Ensuite, nous avons Alex, le rigolard de service, que j'aime beaucoup, il est très marrant. C'est quelqu'un qui a du mal à s'affirmer un petit peu puisque c'est un peu la blague du groupe, on a tendance à le considérer comme ça, mais il est vraiment présent pour aider les autres et il a conscience de cette considération de seconde main, mais il est toujours là pour soutenir. Et vraiment, c'est quelque chose que je respecte à fond, quoi. Il sait qu'il vaut pas les plus grands en termes de puissance, en termes de contribution, mais il est toujours là pour aider. Et c'est grâce à ça qu'il est devenu une valeur sûre, en fait. Quelqu'un sur qui on peut compter. Et ouais, avec Giles, il a ce petit côté je suis contre Buffy forcé à la fin. Mais bon, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup moins gênant pour lui. Et j'aime bien la simplicité du gars. Le gars qui se dit ok, je sais que je vaux pas grand chose, mais j'ai quand même envie de participer.
Et oui, c'est le blagueur du groupe, il a des tonnes de bonnes interventions comiques à ce niveau-là, hein. C'est un peu le Sokka de la bande, dira-t-on, et il passe très bien à ce niveau-là. Il a aussi de très bonnes idées, il sait être très utile quand il veut, même si dans sa tête il a un peu plus de mal. Et j'aime beaucoup, il y a ce besoin de personnage terre à terre. Vraiment, le personnage plus ancré dans la réalité et moins puissant que les autres pour ramener un petit peu à la réalité de la vie derrière ça. Et je trouve que c'est très important qu'il soit présent celui-là. Nous avons ensuite Willow qui est pris entre ses deux crushs principaux. Ah oui, j'aurais pu mettre Kennedy, mais bon, hein, c'est clair et net que c'est la moins bonne pour moi. Donc, nous avons pour commencer Oz, joué par un Seth Green, alors pas très connu du public, hein, qui est devenu maintenant assez célèbre, et ouais, il est sympa. Il a cette personnalité très impassible, un peu froide, mais pas méchante, genre, oui, je montre pas mes émotions comme ça, qui peut être un peu rigolote, mais c'est cool. Ce qui est cool avec ça, c'est que quand il montre ses émotions, il y a une force qui s'en dégage. Le truc, malheureusement gênant avec lui, c'est que on a cassé son couple avec Willow parce que sa situation de loup-garou était trop difficile à gérer et que c'était une part de sa nature qu'il ne pouvait pas contenir et c'est un peu la tragédie de la fin de ce couple. Ça a été amené de façon tout à fait acceptable et bien faite et il était tout à fait compréhensible dans son approche, ce qui fait que j'apprécie bien ce personnage, vraiment, c'est un très bon soutien. J'aurais peut-être même pu le mettre en A-, mais ouais, son retour m'a un petit peu gêné, je vous cache pas. Un tout petit peu gêné. Vous savez, ça se joue à pas grand chose, mais voilà, cette façon de dire, j'essaye de me rattraper auprès de ma petite amie, mais en fin de compte, je me rends compte que ça passe pas parce que je m'inquiète pour elle et c'est elle qui me fait m'énerver. C'était un peu facile. Cette façon de dire, oui, je passe à autre chose en reniant un petit peu mon ancien petit ami. C'est peut-être la seule tâche dans le couple Willow-Tara pour moi. Sincèrement, le fait qu'on ait ressenti ce besoin de rabaisser Oz pour lancer un petit peu ça, c'est dommage. Mais bon, en dehors de ça, il passe bien et dans les 4 premières saisons, il joue son rôle de façon tout à fait sympathique. Et il apporte vraiment quelque chose. Nous avons donc ensuite Willow, notre spécialiste informatique, ensuite spécialiste sorcière, qui a failli détruire le monde et qui l'a sauvé à la fin. Ah, elle a un bon cursus celle-là, hein. Au début, c'est très intéressant. Je vous jure, c'est très intéressant de revenir sur les débuts du personnage quand les 2 premières saisons, en fait, c'était juste la génie informaticienne. Donc, elle avait quand même des connaissances, elle pouvait apporter quelque chose, mais c'est tout ce qu'elle était. Une génie informaticienne, c'était la plus faible. Même Alex était techniquement plus apte à aider en combat qu'elle. Et petit à petit, elle a découvert l'art de la magie et à se rendre de plus en plus utile, ce qui l'a rendue de plus en plus pétée et forte, et ça l'a permis de davantage s'affirmer, et j'imagine d'accepter un petit peu ses désirs. C'est un truc aussi assez cool que j'apprécie dans cette série, c'est que, un truc très marrant, c'est que dans la saison 3, il y a tout un personnage de Willow dans un univers parallèle où elle est devenue un vampire. Et il y a une blague qui a été faite sur le fait que elle avait des tendances un petit peu homosexuelles, cette Willow vampire. Et il y a Willy qui se dit, ouais, c'est un peu bizarre, j'ai un peu peur, j'ai l'impression qu'elle était homosexuelle. Est-ce que c'est un truc de vampire ou c'est censé exacerber un petit peu un truc? Il y a Angel qui dit, ah, en fait, les traits d'un vampire correspondent beaucoup à... En fait, non, t'as raison, c'est totalement le vampire qui a lancé ça. Comme une blague. Pour dire qu'au bout d'un moment, dans la saison 4, oui, elle va être avec Tara. Elle est homosexuelle. Elle affirme ses penchants. Excellent personnage. J'apprécie beaucoup son développement. J'apprécie beaucoup le fait qu'il lui faille du temps pour s'affirmer et devenir la badass qui aidera beaucoup. Et oui, son couple avec Tara aide beaucoup. Tara qui est un excellent personnage aussi. Je la mettrai en A+, celle-là, parce qu'elle est surtout définie par rapport à sa relation avec Willow, hein, la façon dont elle prend un petit peu ses décisions lorsqu'elle va trop loin, tout ça, tout ça. Elle a excellemment réagi à beaucoup de choses et le drame autour d'elle à plusieurs moments est très bon, quoi. Lorsqu'elle se fait un peu enlever l'esprit par Gloria et où il faut s'occuper d'elle. Et lorsque elle en veut à Willow d'être allée trop loin dans sa magie
pour rompre avec elle l'espace d'un moment, quoi. On sent que elle fait pas ça parce que ça lui fait plaisir, mais parce qu'elle sait que elle ne peut pas accepter ce genre de comportement et rester avec la personne, quoi. Il ne peut pas récompenser ce genre de comportement, quoi. C'est une personne responsable qui au début est très timide, mais qui apprend à s'affirmer auprès de Willow. C'est très très intéressant. Mais en apprenant à s'affirmer auprès d'elle, elle apprend aussi quand il faut pas être derrière elle. C'est très bon, j'aime beaucoup de ces apparitions à celle-là. Et ouais, peut-être que si on avait davantage appuyé sa contribution en dehors du fait que c'est la petite amie de Willow, elle contribue, qu'on soit d'accord, mais elle n'a pas des masses de scènes avec des personnages autres que Willow là-dedans. J'aurais facilement pu la mettre en S, mais tel quel, c'est un excellent personnage de soutien, ultra solide, très touchant, et oui, sa mort, c'est facilement le moment le plus arrache-cœur de cette série. Et quand on pense que c'est la seule qui avait un peu de peine pour voir elle la première fois qui parlait du personnage, hein. L'ironie. Nous avons ensuite Dawn. Alors oui, je ne suis pas le plus grand fan de ce personnage, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal avec elle. Je la déteste pas non plus, mais je trouve qu'elle passe. C'est la sœur qui essaye de se faire bien voir, qui se dispute avec la grande sœur parce qu'elle lui laisse pas s'épanouir comme elle veut, tout ça, tout ça. Tous ces moments de dispute entre elle et Buffy sont pas géniaux. C'est le truc un petit peu chiant. Aussi dans la saison 6 où elle essaye de se faire remarquer en étant kleptomane, c'est pas extra. Mais une fois qu'on se penche sur son statut de clé, voilà, c'est la clé. C'est très intéressant cette façon de la considérer comme membre de la famille en dépit de ce qu'elle représente. Et cette réalisation de la part de Buffy, elle qui a du mal à assimiler ça du haut de ses quoi, 13-14 ans, un truc comme ça. Il me semble qu'elle a 14 ans dans la saison 4, lorsqu'elle apparaît, dans la saison 5 lorsqu'elle apparaît. Donc voilà, c'est très intéressant ça, l'ambiguïté, la psychologie torturée qu'on met autour de la considération identitaire du personnage. J'aime énormément ça. Et le fait que malgré que Buffy sache ce statut, elle est prête à la protéger parce que c'est sa sœur, c'est sa famille. C'est d'autant plus fort et touchant que c'est cette même saison qu'ils perdent leur mère. C'est pas rien, quoi. Donc, c'est très joli ce lien. Et je trouve que ça cimente pas mal le personnage, en dépit de beaucoup de ces moments adogéniards. Parce qu'elle a des moments adogéniards importants quand même, hein. Je vais pas le nier, hein. Ça peut être un peu saoulant par moment, quoi. Donc, ouais, je vais pas la mettre tout à fait en bas de B-, je vais la mettre là. Voilà. Un personnage réussi pour l'approche psychologique de son statut. Ensuite, nous avons notre héroïne principale, Buffy Summers, que je mets en S. Excellent personnage d'ado qui essaye vraiment de concilier son job de tueuse responsable avec sa vie personnelle. Elle veut être une adolescente qui vit, tout simplement, et ne pas juste être cette machine à tuer qui n'a pas de personnalité. Elle essaye vraiment de concilier deux et c'est très touchant par certains moments. Même à la fin de la saison 1, il y a un moment qui est assez joli, assez émouvant, assez impactant lorsqu'elle se rend compte de son rôle et qu'elle se met à chialer. C'est un personnage qui va vraiment loin dans tout ce qui l'affecte et vraiment, elle en subit à fond des trucs, quoi. Elle en chie à mort dans cette série et tout ce qu'elle doit endurer pour apprendre à remonter cette phase de dépression qu'elle subit dans la saison 6. C'est vraiment, quoi, ça nous fait avoir une peine incommensurable pour le personnage. Je trouve qu'elle n'est pas à son meilleur niveau dans la saison 7, parce qu'une fois de plus, on force le message féministe de façon grossière, mais même là, c'est pas elle qui me gêne le plus. Ce qui me gêne le plus, c'est le conflit, quoi, les personnages qui se mettent en conflit avec elle. Et ouais, elle porte magnifiquement la série, et je sais pas, qui je préfère entre les trois, hein, puisque maintenant on a terminé un petit peu Buffy, je vais parler de Faith, c'est un cas particulier. On a terminé un petit peu la série, qui je préfère entre les trois. Je dirais ça, Willow, Buffy, Alex. Voilà, mes trois préférés. Après, Tara, Giles et Spike. Après, oui, ces trois-là, je les situe à peu près à ce niveau-là. C'est un petit peu difficile. Un petit peu difficile. Gloria, je mettrais Gloria et Warren avant le maire. Voilà. Voilà, vous avez mon top 9 avec ça. Mon top 10, si vous voulez compter Oz, voilà. Vous connaissez mon top 10 des personnages de Buffy, et encore, c'est un mensonge, puisque il faut que je compte Face.
Face, c'est vraiment le personnage transition parce que c'est le seul à avoir autant d'importance dans une série que dans l'autre. Ce qui fait que c'est difficile, en fait, de la classer. Est-ce que c'est un personnage de Buffy ou un personnage d'Angel? Ou bah, c'est un personnage des deux, en fait. Hein, et c'est pour ça que je tenais particulièrement à compter ces deux séries ensemble, quand bien même cette vidéo va durer 2h30, puisque ça a l'air bien parti pour. Je vois où ça en est, ça a l'air bien parti pour être très long cette vidéo. Parce que ce sont des séries totalement interconnectées où les personnages ont des évolutions en parallèle. Vraiment, hein, je parle de Fess, mais il y a également Cordelia. Cordelia a évolué en parallèle avec la série Buffy. Wesley aussi. Et j'ai aussi celle-là, j'en parlerai quand on y sera. Mais voilà, tous ces personnages sont forgés par les deux séries. Et ça me paraît un peu nul de les juger seulement par rapport à leur apparition dans une série, alors que c'est ces séries qui forment un tout. C'est deux séries qui forment un tout. Et rien n'est plus évident que ça que le personnage de Face, qui est ultra intéressant dans son évolution. Dans les premières saisons, en majorité dans Buffy, c'est vraiment celle qui va trop loin. En fait, c'est l'anti-Kendra. Kendra, c'est celle qui est à cheval sur le principe. Elle, c'est celle qui n'en a rien à foutre, qui se dit merde, ça me fait chier encore plus que Buffy. Buffy, elle essaye de concilier ça. Elle essaye quand même de suivre un petit peu les règles. Elle se dit, les règles, ça m'emmerde. Je sais qu'il y a des choses à respecter, mais les règles, ça m'emmerde. Donc, elle est beaucoup plus instable. Et lorsqu'elle tombe dans ce côté extrême où elle tue accidentellement quelqu'un, pas un vampire, mais une personne, il y a, comme pour Warren, cette pente descendante qui se crée, où elle se dit, merde, je peux pas être du côté du bien après ça. Et j'ai décidé d'embrasser ce côté où je décide de tout balancer, de tout envoyer en l'air, en étant avec mon nouveau papa chéri. J'aime beaucoup la relation entre ceux-là. Il la voit un peu comme sa fille de substitution, et même si elle le trouve ringard, il y a quelque chose d'assez joli qui se fait entre eux. Mais bon, il y a déjà ça très intéressant de la psychologie du personnage, et le fait que c'est pas là que ça se termine. C'était juste un pan du développement. Ensuite, elle a essayé un petit peu de se trouver une place en échangeant de place avec Buffy, et j'adore le travail des actrices à ce moment-là, où chacune doit jouer le rôle de l'autre. J'aime quand on fait ça, vraiment. J'aime quand on fait ce genre d'effort et que les actrices se donnent à fond pour faire passer ça. C'était nickel. Et lorsqu'elle essaie un petit peu d'échanger avec Buffy, il y a vraiment ce besoin de trouver une place, d'avoir quelque chose. Et lorsqu'elle se rend compte qu'elle ne peut pas, elle décide de partir s'occuper d'Angel, dans la série Angel, quoi, et de chercher un moyen de se faire tuer, en s'en prenant particulièrement à Wesley, avec qui elle a un passé assez trouble. Et c'est vraiment ce moment de dépression, de fond qu'elle a touché. Je ne peux pas continuer, j'ai besoin de mourir, je peux pas me tuer moi-même, j'ai besoin que quelqu'un le fasse en le poussant à bout. Mais elle finit par se lâcher, par laisser transparaître ce qu'elle veut, et c'est là que Angel est prêt à l'aider, et qu'elle finit par commencer son chemin de rédemption, et c'est grâce à la saison 4 où elle finira par venir en aide à Angel qui s'est transformé en Angelus, et à la dernière saison où c'est facilement le meilleur ajout qu'on a fait dans cette saison 7 où elle participe activement. La pauvre, j'ai tellement de peine pour elle dans la saison 7 de Buffy contre les vampires parce que voilà quoi, elle est prise dans ces conflits d'intérêts où tout le monde se ligue contre Buffy et veut que ce soit elle la nouvelle chef alors qu'elle veut pas elle. Mais bon, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est un peu obligée de suivre le mouvement, quoi. J'ai de la peine pour elle. C'est quelqu'un qui est tombé tellement bas et qui doit remonter, et c'est tellement bon, ça. C'est tellement bon de voir cette pente être remontée après être tombée aussi bas. Et je trouve que le personnage rend très bien. J'adore l'actrice. C'est une grande partie de la raison pour laquelle j'achète les séries dans lesquelles elle est. Parce que j'adore l'actrice. True Calling. Je suis vraiment déçu que ça n'a pas continué. Parce que ça termine sur un cliffhanger qui méritait d'être poursuivi. Et je me souviens plus du nom de la série. Je l'ai pas encore. Mais je pense acheter le DVD un de ces quatre. Là aussi qui était très bonne. Où elle jouait un personnage de quelqu'un qui devait assimiler différents rôles pour certaines missions. C'était très cool. Très cool. Et ouais, c'est mon personnage préféré, presque, de la franchise. En tout cas, c'est mon personnage préféré de Buffy, s'il faut vraiment que je la considère comme un personnage entier dans toute cette franchise. Nous commençons donc avec
Enfin, je suis sûr que vous l'attendiez tous, la série Angel. Eh oui, hein, malheureusement, c'est moins connu, mais pour moi, c'est lié, c'est totalement lié, et c'est tout aussi important. Hein, je ne saurais toujours pas dire laquelle est ma préférée parmi les deux. Vraiment, c'est vous dire à quel point les deux se valent, même si c'est pas tout à fait le même délire. Nous avons donc, pour commencer, ouais, alors ça, j'ai pas des masses de choses à dire. C'est pas que je vais pas les mettre dans les oubliés parce que je les connais un petit peu. Je vais mettre Rosef un tout petit peu. Et ok, il y a une certaine présence pour ces deux personnages-là. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont les gardiens de la connaissance à Wolfram et Hart. Et donc, ils apparaissent sous différentes formes. D'abord, c'est un lynx, et après, c'est une petite fille. Voilà. Et ils ont une certaine présence, je vais pas le nier, mais en dehors de ça, quoi, ils représentent juste une fonction, quoi. Ceux qui gardent le trésor, tout ça, tout ça. Nous avons ensuite là le chef des gros méchants démons à la fin qui gère un petit peu les ficelles derrière Wolfram et Hart. Et voilà, je tiens à dire un truc. J'adore Wolfram et Hart. J'adore l'organisation derrière tous les méchants d'Angel. Montrer qu'il y a un cabinet d'avocats pour les protéger et faire en sorte qu'ils puissent s'intégrer, tous ces monstres. Et voir jusqu'où la corruption peut aller, c'est super cool. Mais une fois qu'on va dans le détail de qui dirige, qui est derrière les ficelles, je vous cache pas que c'est pas le plus marquant qui soit. Je vais quand même le compter parce que voilà, c'est un mec présent un peu régulièrement, qui gère un petit peu, il passe, voilà, il passe. Ce mec-là, c'est un petit peu mieux, je vais le mettre un petit peu plus haut parce qu'il a un peu plus de présence, il a un petit peu plus classe. C'est un magicien qui est en conflit avec un certain personnage, je reviendrai là-dessus, qui est également un actionnaire de Wolfram et Hart, qui est un des adversaires de fin, et on voit qu'il s'y connaît en magie, il a roulé sa bosse, donc il a une certaine présence après, que c'est plus marquant, ouais, je vais le mettre là. Après, nous avons donc... nous avons Jean. Alors Jean, qu'est-ce que tu fous là? Et Bernard, qu'est-ce que tu fous là aussi? Ça m'a toujours fait délirer les deux personnages qui travaillent pour Wolfram et Hart. C'était avant Lost, hein, nous sommes d'accord. Hein. Donc ouais, le mec, il passait. Hein. Pour l'instant, on fait tout le cabinet Wolfram et Hart. Hein. Les personnages les moins importants. Ce mec, c'était un représentant quelconque. L'acteur passait bien, mais c'est quelqu'un qui subissait un petit peu, qui suivait le mouvement. Et il passait bien. Est-ce que c'était le plus marquant ou quoi que ce soit? J'irai pas trop, quoi. Il met là. Il met là. Hein, nous avons ensuite le gros bras de fin qui apparaît pour remplacer. C'est la Eve, c'est ça, Eve. Il passe là aussi. Ouais. C'est le gros bras, ce mec, il me rappelle un petit peu l'agent dans Matrix, un petit peu dans la façon dont il est présenté. Il passe. On est vraiment dans les seconds couteaux pour l'instant, hein, qui sont là pour servir un petit peu d'obstacle. Après, nous avons donc, je sais plus comment il s'appelle en vrai, ça m'embête parce que c'est facilement la meilleure représentation de chef véreux. Et le seul problème que j'ai avec lui, c'est qu'il apparaît trop peu. C'est vraiment le gars qui a roulé sa bosse, qui s'y connaît en com et qui connaît les ficelles du métier. Et il a ce côté pédant, calculateur et sûr de lui qui passe nickel. Le problème, c'est qu'il meurt assez vite. Par Darla et Drusilla, donc il n'est pas employé à son plein potentiel. Ce qui fait que... Ouais, je mets dans les B+, mais pas beaucoup plus, quoi. Il aurait pu être mieux si on l'avait davantage appuyé, s'il avait été plus présent. Mais les épisodes où il apparaît, il est génial. Et oui, je n'arrive pas à m'en émouvoir, ce passage-là fait partie des moments d'écriture que j'adore le plus dans la série Angel. Ensuite, nous avons son remplaçant, qui a toujours été un peu un bouffon, qui essayait un petit peu de se montrer compétent sans l'être particulièrement. Il passe, c'est comme les autres, il passe, mais sans plus. Nous avons ensuite Lila. Là, c'est un personnage particulièrement bien employé puisqu'elle est présente durant les 4 premières saisons. Non, jusqu'au bout, hein, elle est présente dès la moitié de la saison 1 et régulièrement présente pour participer aux affaires, elle suit différents chefs, elle remplace même un petit peu l'incompétent qui aura duré trop longtemps. Elle a beaucoup d'importance dans le déroulé
Et à la fin, quoi, la seule chose qui l'a trahi, c'est qu'on a affaire à un plus grand méchant. Mais elle est dans les A, celle-là. Je vais pas la mettre aussi plus haut que ça, mais je la mets dans les A. Je la trouve bien réussie, elle a suffisamment d'importance. Et on sent que c'est quelqu'un qui pense à son intérêt en étant un petit peu consciencieuse des risques. Elle essaye d'être un peu sur le qui-vive, quoi, et elle est beaucoup plus réfléchie que la plupart de ceux qu'on voit, du même niveau que Lindsay presque. Pas tout à fait, Lindsay est un petit peu mieux. Est-ce que je le mets plus haut que lui? Ouais, je le mets là, Lindsay. Ouais. Il est un petit peu plus intéressant dans le sens où c'est quelqu'un qui essaye de rouler sa bosse dans le cabinet Wolfram et Hart, mais qui a certaines morales, un certain niveau éthique, et qui essaie un petit peu de faire passer ça tout en n'hésitant pas à avoir une porte de sortie et à ne pas trop mordre la main qu'il nourrit bien. C'est très intéressant, quoi. C'est un personnage très moralement gris qui n'essaye pas d'être aussi machiavélique que les autres, mais qui essaye quand même de, de donner le maximum pour tirer son épingle du jeu. C'est le plus réfléchi, c'est lui qui a le plus souvent les meilleurs plans d'action. Hein. Lorsqu'il était un petit peu en compétition avec Lila, il avait souvent le dessus sur elle. Il est très intéressant. Et la façon dont il termine à la fin, sa révélation en tant que participant de la dernière saison, et comment il termine, j'ai trouvé ça plutôt bien choisi. Plutôt bien choisi. J'aime beaucoup l'intervention du personnage. Et il apporte beaucoup à la série. Nous avons ensuite Eve, donc personnage important de la dernière saison. Sa relation avec Lindsay existe. Et voilà. C'est pas comme si elle avait grand chose de plus. Elle est suffisamment compétente dans son approche, elle a suffisamment de personnalité pour être marquante, plus que d'autres. Mais c'est pas la plus incroyablement impactante. Bon, elle vaut mieux que ça. Je la mettrai là. Voilà. Ensuite, nous avons donc ce gars, je sais plus comment il s'appelle. Très intéressant autour de cet acteur parce qu'il a joué un personnage dans la saison 7 de Buffy et il a tellement bien marché. Hein, c'était le seul épisode vraiment recherché artistiquement. Je veux dire, c'est un truc intéressant avec la série Buffy, c'est que très souvent on aime faire des épisodes qui se démarquent un petit peu en termes de ton, en termes d'approche. Et dans la saison 7, on avait un seul, et c'est celui-là où il apparaît en tant que vampire, ancien ami de Buffy, qui a une certaine verve, et il y a un bon échange entre lui et Buffy, et sa considération à l'heure actuelle. Et apparemment, ce gars a tellement marqué qu'on s'est dit merde, il faut qu'on lui donne un rôle dans la série Angel, et il joue ce rôle tout à fait correctement. Je veux dire, c'est le bon gars qui essaye d'aider au début en cachant quelque chose, et à la fin, lorsqu'il découvre, lorsqu'il dévoile un petit peu qui il est, il finit par crever à la fin de l'épisode, donc c'est pas ultra marquant, mais il passe bien, il passe mieux que lui, hein. Je le mettrai en tête du C, un C++, mais ouais quoi, il manque un petit peu d'impact la grande majorité du temps pour être plus que ça. Ensuite, nous avons la team Holtz, l'ancien chasseur de vampires du XVIIe siècle, qui a donc combattu Angelus vivement pendant pas mal d'années avant d'être cryogénisé par ce démon-là, et qui est un adversaire très très bien pensé pour notre vampire principal, parce que voilà quoi, c'est quelqu'un qui a énormément de ressentiment envers lui par rapport à ce qu'il a fait. Il a totalement annihilé sa famille et c'est vraiment son ennemi juré d'une époque. Et lorsqu'il est revenu un petit peu entre les morts, hein, lorsqu'il a été décryogénisé magiquement par ce gars pour se venger, il a mis au point pas mal de combines bien pensées. Il était très très intelligent, très bien foutu, et oui, je le mets en A celui-là. Je sais pas, c'est à peu près ce niveau-là. Non, c'est difficile de jauger, hein. Je suis pas sûr que de faire le détail pour tout, quoi. Mais bon, c'est à peu près par là, je dirais par là, quoi. Très très bon antagoniste, dont on voit la tragédie du passé, mais pour lequel on va pas non plus être d'accord sur les actes qu'il va faire pour se venger. Mais sa vengeance, c'est vraiment un démon du passé d'Angel qu'il rattrape, et c'est très intéressant. Dans sa course, il entraînera donc cette fille, quelqu'un, une fois de plus, qui a perdu des proches à cause de vampires.
qui essaiera d'entraîner en plus d'une autre armée pour s'en prendre à Angel et compagnie. C'est très intéressant, là aussi on montre que c'est quelqu'un de très prévoyant et calculateur. Il ne va pas s'attaquer bêtement à Angel comme si de rien n'était, il va essayer de faire dans le détail. Et donc voilà, il représente un petit peu ça. Le personnage est pas trop mal dans le sens où on sent ce besoin maladif d'être avec ce gars, quoi. Il y a vraiment cette dépendance totale qu'elle s'est créée avec ce type et ce besoin d'être avec lui. Et c'est très intéressant comment ça l'a affecté. Et je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas eu d'après-coup. Son rôle se termine au début de la saison 4, lorsque Wesley la force à sauver Angel avec lui. Et et après coup, elle repart dans ses pénates et voilà, la vie continue. Qu'est-ce qui va se passer pour elle? Dans un sens, c'est peut-être pas plus bête que ce soit ouvert, mais j'aurais pas été contre qu'on donne une conclusion à ce personnage. Intéressant, je le mets dans le bas du B parce que c'est pas non plus la plus forte qui soit en termes d'arc, mais j'apprécie beaucoup la dépendance, la relation et la dépendance qu'on crée entre elle et Holtz. Après, nous avons donc, je sais plus comment il s'appelle, très important quand même, c'est lui qui porte toute la saison 4, quoi. C'est lui qui est à l'origine de beaucoup de choses, puisque c'est lui qui aura mis en place tout ce stratagème pour faire en sorte que qu'Angel n'ait pas son enfant, ne puisse pas avoir son enfant, et donc ne puisse pas être à l'origine de celui qui le tuera plus tard, parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui est censée le tuer plus tard. Alors oui, c'est une sorte de prophétie autoréalisatrice, parce que étant donné que c'est un peu à cause du fait qu'il s'est attaqué à cet enfant, que cet enfant a grandi pour pouvoir le battre plus tard. C'est un peu grossier, je suis toujours pas fan de ça. N'empêche qu'il a une bonne présence, une dynamique intéressante avec Holtz parce qu'il sent qu'il en a un petit peu marre de lui. Il dit ah non, je veux pas de ce mec avec moi. Le truc avec ça, c'est que en dépit de ça, je trouve que son rôle a surtout été d'amener Holtz. Ça n'a jamais été lui vraiment au centre des conflits, c'est lui qui s'énervait un peu que Holtz prenne son temps, mais c'est juste à la fin, il a balancé son putain de sort magique qui mène vers une dimension ultra démoniaque pour que Holtz puisse se barrer avec le gamin. Mais une fois qu'on passe outre ça, c'était juste le vaisseau pour amener Holtz à être là, quoi. Alors, sinon, il n'a pas apporté énormément de choses, ce mec. Donc, ouais, je trouve qu'on n'a pas énormément joué là-dessus. Et oui, à la fin, dans la saison 5, on met rapidement en place le fait que il se fait battre par celui qu'il a essayé de faire en sorte qu'il ne soit pas présent. C'était poétique dans un sens, mais une fois de plus, le serpent qui se mord la queue. Je sais pas, je le mets dans ses... Je vais voir si je vais le mettre là. Si juste, ça reste dans le B-, je trouve qu'il a suffisamment de présence pour valoir quelque chose. Mais je trouve qu'il aurait pu être un peu mieux exploité. J'ai vu le délire de la prophétie auto-réalisatrice, je suis pas fan. Après, il me semble qu'il s'appelle Skippy, ce mec. Je me souviens qu'il était assez marrant, quoi. C'est une sorte de démon qui, au début, a l'air très sympa. Durant les premières fois qu'on le voit, il a l'air sympa, il travaille pour les forces supérieures, il empêche un monstre d'être libéré des enfers. C'est le mec sympa par excellence avec une petite personnalité cool. Et après, on finit par dévoiler qu'au bout du compte, il œuvrait un petit peu avec la grande force autour de ça pour amener la prophétie de l'enfant d'Angel. Et dans un sens, je trouve que ça donne pas l'impression d'avoir été réfléchi en détail avant. Les premières apparitions ne donnent pas l'impression que ce mec allait faire ça. La fin de la saison 3, oui, mais la première apparition de la saison 3, non, pas trop. Je pense, je trouve. Hein. Donc il y a ça qui est un petit peu gênant, mais en dehors de ça, j'aime bien sa mentalité, j'aime son cynisme, ses tonnes de commentaires sarcastiques. Et s'il avait été plus présent, je l'aurais sans doute placé plus haut, mais pour le peu de temps qu'il apparaît, il est très cool. Je le mets en B. Je le mets en B, ouais. Après, nous avons donc la créature. Je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est ça, la créature. Pas plus que ça en fait. C'était le big boss de la saison 4 pendant un certain temps, qui a été battu par Angelus, assez ironiquement. Et ouais, c'est juste la grosse brute bien puissante qui est là, histoire de dire. Et ici. Ok.
Il tient bien son rôle de démon imposant, donc je le place là, mais en dehors de ça, c'est pas le plus marquant qui soit. Il n'a pas une personnalité ou quoi que ce soit qui se démarque, mais j'avoue que j'ai quand même été grandement pris par le conflit, la menace qu'il apporte. C'est ce qui rend un petit peu ennuyeux le fait qu'il meure comme une merde rapidement par Angelus à la fin. Mais bon, on est passé à autre chose après coup, donc... hein. Ensuite, nous avons Jasmine, il me semble qu'elle s'appelle comme ça. Jasmine, donc l'espèce de volonté toute puissante qui vient d'un autre univers et qui essaye d'apporter la paix dans le monde en bouffant régulièrement des gens et en les privant un peu de leur libre arbitre. Et ça apporte quelque chose de très cool dans la réflexion, dans le sens où est-ce qu'on est pour le bonheur total, constant, à ce prix-là? Est-ce qu'on est pour ça? Le problème, c'est que, oui, si on accepte ce bonheur-là, on ne saura pas si on aura été pour ou pas, puisqu'on nous force à l'accepter. C'est très intéressant. J'apprécie beaucoup le conflit qu'elle apporte à la fin, cette espèce de façon d'apporter le bonheur en en tirant parti, en bouffant des gens, parce que c'est son truc. À nouveau, hein, il faut qu'on se nourrisse, que voulez-vous. Et oui, j'apprécie beaucoup le dilemme qu'elle apporte. Elle a une bonne présence. Le côté vous êtes la plus belle créature que j'ai jamais vue, je ne trouve pas particulièrement qu'elle le soit, mais étant donné que c'est elle aussi un personnage, me semble, de Firefly, il me semble, c'est pas le personnage le plus marquant de Firefly, j'imagine qu'ils ont voulu la mettre en avant aussi. Et elle passe bien, c'est un très bon antagoniste, elle représentait pas mal de choses intéressantes. Je mets là, ouais. Je sais plus comment ils s'appellent, ceux-là ils apparaissent surtout dans les 2 premières saisons. Ce sont les gardiens de la connaissance, tout ça, qui aiguille vaguement Angel de 3 moments et qui existent. C'est un rôle-fonction qu'ils jouent, ils existent. Enfin, je sais rien contre eux, mais je pense pas grand-chose de non plus. Nous avons ensuite un personnage très intéressant que je trouve vraiment dommage de ne pas avoir plus développé. Je ne sais plus son nom malheureusement. La policière des saisons 1 et 2. Très intéressante dans le fait que elle essaye tout d'abord de suivre un petit peu les événements en parallèle d'Angel en ayant sa vision plus cartésienne, c'est-à-dire voilà, que les monstres ça n'existe pas, en étant au bout du compte pris dans ce délire-là et en devant un petit peu assimiler ça. C'est très intéressant. Et il y a des conflits qui peuvent être un peu cool autour d'elle. Après, le fait qu'elle en veuille à fond à Angel pour la mort de son père alors qu'il y est pour rien, comme si c'était lui le fautif de tout ce bordel, alors que dans la situation qu'on a mis en place, c'est clairement pas le cas. C'était un peu chiant. Et une fois qu'on est allé au-delà de ça, qu'il a fini par avoir sa petite rédemption, son retour un petit peu de conscience en la sauvant, on fait plus rien autour d'elle. Et c'est vraiment dommage parce que je trouve qu'il y avait moyen d'aller plus loin. Si c'est quelqu'un qui a tout lâché, ça aurait été cool de rejouer sur elle un de ces 4. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas plus jonglé autour du personnage. Mais tel quel, il passe bien. Je le mets en bas du B, B-. Ensuite, nous avons, je sais plus comment il s'appelle, mais il était cool celui-là. Alors ça, c'est un truc aussi qui est un peu drôle parce que vous avez fait une représentation de ce type pour Angel, vous n'avez pas trouvé un moyen de faire une représentation de la force pour Buffy. Quand même, merde. Donc ouais, ce type c'est le fantôme de la maison de Cordelia qui a un rôle assez prédominant durant les premières saisons. Ah vraiment quoi, et lorsque Cordelia aménage chez lui, ça a l'air d'être juste un gag d'un moment, c'est-à-dire ce fantôme, il faut qu'on se débarrasse du fantôme de cette maison hantée, mais ce fantôme qui a lutté un petit peu contre sa mère qui l'a forcé à rester ici, reste, et c'est un fantôme bienveillant qui est prêt à aider, qui, vu que Cordelia l'a un petit peu sauvé, est prêt à beaucoup pour elle, ce qui fait qu'il apporte pas mal de choses en termes d'ambiance, déjà de façon comique, mais on montre qu'il s'inquiète pour elle, qu'il est prêt à faire pas mal de choses pour essayer de l'aider lorsque c'est possible. Lorsque elle souffre le martyre de ses pouvoirs, il essaye d'être là pour elle, de lui apporter de l'aide en lui mettant sa couverture. Ce genre de petits détails, j'apprécie beaucoup. Ça donne un petit peu de caractère au personnage, alors que c'est juste une apparition spectrale qu'on ne voit jamais, mais qui fait ces trucs de spectre. J'aime bien ça. Le problème, c'est qu'il n'a pas été énormément développé après ça.
après coup. Ce qui fait que oui, c'est vraiment les 2 premières saisons dans lesquelles il brille un peu, après il n'existe plus. On n'en parle plus de ce gars. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais bon, dans ce qu'il apparaît, j'aime bien. Après, nous avons donc, je sais plus comment il s'appelle ce gars, c'est l'informateur un petit peu crasseux, dirait-on, et oui, c'est plus une blague qu'autre chose, même sa mort est un peu une blague. Après, c'est pas comme s'il apportait rien, en jouant un petit peu sur le personnage, je trouve qu'il apporte quelque chose à l'univers, je vais le mettre là, mais il m'a pas énormément marqué, quoi. Mais il vaut un peu plus qu'un Osef, tout de même. Nous avons ensuite cette fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est une responsable d'œuvres caritatives qui est prête à aller assez loin pour ça, et qui a un épisode très bon lorsque Angel a décidé un petit peu de couper les ponts et de dire ok, je vais combattre le mal par le mal, je vais devenir un petit peu quelqu'un qui ne s'attache à rien. J'avoue que son rôle d'apparition était très cool. Elle a eu quelques autres apparitions ci et là, et j'apprécie le fait qu'on appuie son personnage dans la dernière saison, histoire de dire qu'on se souvient d'elle. C'est cool au moins pour ce personnage-là, ça aurait été cool de faire pareil pour elle. Hein? Ah, t'es cool de faire pareil pour celle-là. Mais ouais, une fois qu'on sort de ça, elle n'est pas non plus ultra présente, donc je vais mettre plutôt dans le C+. Ouais, c'est plus ici, ouais. Après, nous avons donc Electra. Il me semble qu'elle s'appelle comme ça aussi, hein. C'est une mutante qui a des pouvoirs d'électricité. C'est super bizarre, ça m'a toujours fait super bizarre. Je sais que ça peut paraître drôle de dire ça de la part d'un univers où on a un peu tout et n'importe quoi, mais c'est super bizarre de montrer ce genre de pouvoir comme si c'était une X-Men en fait, et alors que c'est plus particulier la façon de tomber en avant les pouvoirs. Et bon, quoi, elle a le pouvoir d'électricité, elle s'en sert pour être une cambrioleuse, mais elle aide un petit peu quand même à chapeauter lorsque les choses sont importantes. Elle passe. Elle passe, elle a suffisamment de personnalité, elle est suffisamment cool pour aller être en B- aussi. J'ai vu mieux, mais j'ai vu largement pire. Hein, largement pire. Ensuite, nous avons Lucas qui a la particularité de ne jamais pouvoir mentir. C'est une vieille connaissance d'Angel. Et son truc, voilà, il est présent depuis la nuit des temps et il peut jamais mentir. On joue un peu là-dessus dans la saison 5. Après, c'est pas un personnage super important. C'est super marquant. Après, il joue son rôle, quoi, donc ça va. Il passe, voilà, il passe, encore une fois de plus, il passe. Je vais le mettre là. Ouais. Ensuite, Gros Salug. Gros, quoi. Ah, ça peut paraître bizarre pour ceux qui connaissent pas, si vous suivez encore alors que vous connaissez pas la série, mais... Merci. Bravo pour votre courage et votre persévérance, parce que c'est clairement pas tout le monde qui ferait ça. Gros Salug. J'adore ce personnage à chaque fois qu'il apparaît, parce que c'est le bon gars qui essaye de bien faire. Le bon gars qui essaye de bien faire, qui a été élevé dans un milieu où il a appris que des trucs comme l'honneur et il se battre pour ce qui est juste, et il apprend à redéfinir ce qui est juste avec l'attrait de Cordelia, et il a tellement été touché par elle qu'il s'est dit merde, je veux quitter mon pays, quitter mon monde, hein, c'est pas juste un personnage de 3 épisodes, pour l'aider, pour participer, pour être avec elle. Et c'est le mec sympathique qui essaye d'être le plus noble possible, qui aide beaucoup, et j'apprécie pas mal son apport. Je trouve qu'il aurait été cool en tant que personnage récurrent, mais dans ses apparitions, j'aime beaucoup. Alors, le problème, c'est que bon, c'est pas un personnage récurrent et que j'ai énormément de peine pour lui à la fin parce que Cordelia finira par le lâcher. Et oui, hein, puisque on aura mis en place durant cette saison 3 la romance entre Cordelia et Angel. Donc, ouais, il aura été malheureusement du mauvais côté de la corde, si j'ose dire, et il en aura pâti. Mais en dépit du fait que j'ai de la peine, j'apprécie beaucoup comment il réagit à ça. J'apprécie beaucoup le fait qu'il essaye d'être noble tout en étant un peu jaloux et de dire ok, est-ce qu'il y a quelque chose entre nous? Est-ce que vous ressentez vraiment quelque chose pour moi? Je ne peux pas accepter cette relation si je sens que ça ne peut pas marcher et ça ne peut pas être sincère entre nous. Il le fait de façon totalement noble sans jeter l'opprobre sur qui que ce soit, quoi. Il garde son aspect noble tout du long et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, sa constance, en dépit du fait que, ouais, il a un nom pas très... pas très classe, hein. C'est un peu la blague, au début tu t'attends à un gros monstre, le gros Salug va arriver pour s'occuper de vous, ben
ce beau gosse, quoi. Mais bon, étant donné que les êtres humains sont considérés comme des vaches dans l'univers d'où il vient, c'est compréhensible dans un sens. Mais bon, j'aime beaucoup ça. Et ce qui est assez drôle avec le triple épisode où il apparaît, c'est que à la fin, lorsque lui et Angel se battent, il y a Cordelia qui vient pour stopper la baston et dire non, arrête, je l'aime. Attends, tu m'aimes? Dit Angel, non, pas toi, lui. Comme si c'était complètement inconcevable et qu'il y ait une histoire d'amour entre eux, quoi. C'était vraiment dit comme ça dans la saison 2, on sentait que c'était pas pensé, mais bizarrement, à partir de la saison 3, c'est un peu marrant quand on y pense en rétrospective. Alors nous avons ensuite les deux personnages, dira-t-on, moralement discutables, moralement gris, qui sont pas totalement méchants, qui sont loin d'être gentils. C'est donc pour commencer Darla. Darla, l'amour de jeunesse d'Angel, celle qui l'a transformée en vampire à la base et qui a donc été une méchante durant une grande partie du temps. Elle est morte assez vite dans la saison 1 de Buffy et on s'est dit que vu que c'est un personnage très important de la vie d'Angel quand même, dans l'histoire d'Angel, une série centrée sur Angel serait pas la même si on n'avait pas un moyen de ressusciter Darla. Donc c'est ce qu'on fait, on ressuscite Darla, on fait en sorte qu'elle soit responsable d'une prophétie importante et on rend le personnage plus complexe. Étant donné qu'on l'a fait renaître en tant qu'humaine, pour donc la mettre face à ses actes et regretter son passé avec l'âme qui lui est rendue, tout en rendant très, très tragique le fait qu'au bout d'un moment elle finira, malgré les efforts d'Angel, par redevenir un vampire. Et c'est assez fort, ça, c'est assez fort. Et oui, après, ça devient la grande méchante à combattre. Mais même là, on essaie de rendre le personnage un peu plus complexe, puisque elle finira par se faire mettre en cloque, une première chez les vampires. Et ça l'affectera à travers l'âme de son enfant. Donc, voilà, le personnage est moralement complexe. C'est ce qui fait que je peux pas vraiment la qualifier de grande méchante. C'est un personnage très pivot, très important dans l'histoire globale, et j'apprécie énormément comment on le gère durant une grande partie. Donc ouais, ça vaut un A, ça vaut un A. Je sais pas, je vais pas le mettre tout à fait devant l'INSEE parce qu'il faut pas exagérer, mais je le mets là, elle vaut un A. Ensuite, Harmonie. Harmonie. Alors c'est un personnage techniquement plus présent dans la série Buffy, mais si je la mets dans la série Angel, c'est pour une raison toute simple, c'est parce que c'est un rôle récurrent dans la dernière saison. Et elle joue un peu un rôle dans la saison 2 ou 3, 2 il me semble, où elle apparaît rapidement. Et j'ai beaucoup de mal avec ce personnage. J'ai parlé à un moment donné du fait que c'était dommage que Drusilla ne meure pas. Qu'elle n'ait pas de conclusion à ses méfaits alors que ça aurait dû être ça, quoi. C'est un personnage qui devrait mourir dans la narration que vous mettez en place, la narration un peu manichéenne que vous mettez en place. Là, c'est pire. C'est largement pire ce qu'on a fait parce que au moins Drusilla, elle reste une connasse. Une connasse sur laquelle on essaye de se marrer un petit peu, mais c'est une grosse connasse. Là, on essaye d'en faire la potiche de service qui s'en tire toujours de façon complètement forcée parce qu'on sent que c'est une actrice fétiche des scénaristes, je sais pas. Étant donné que techniquement elle apparaît dans l'épisode 1 de la saison 1, c'est une des amies de Cordelia, donc techniquement elle apparaît dès le début de la saison 1, il y a ce besoin d'en faire un personnage présent du début à la fin et c'est déjà super saoulant. C'est déjà super saoulant cette espèce de tendance ridicule à faire en sorte qu'elle survive stupidement pour réapparaître et être la potiche rigolote de service. Régulièrement. Alors que c'est une vampire. Dans les premières saisons, c'est pas une vampire. Elle est pas intéressante du tout dans les premières saisons, mais une fois qu'elle devient une vampire, c'est une méchante qui n'hésite pas à tuer des gens. Nous sommes d'accord, c'est dit de façon super claire. Mais il y a ce besoin d'en faire quelqu'un qui peut se racheter, quelqu'un qu'on peut pas tuer comme ça parce que quand même. Alors que non, c'est une vampire, une méchante. Et pour moi, ce personnage finit d'appuyer le problème que j'ai.
principal, si je devais citer un problème principal de gestion globale des deux séries, c'est ça. Sur le fait que vous ne savez pas vous mettre d'accord sur la nature démoniaque des vampires. Angel et Spike sont des cas à part. Des cas à part qui ont été forcés par les événements de rejoindre le bon côté. Et lorsqu'ils ont eu leur âme, ils ont dû choisir un petit peu. Ce sont vraiment des cas spéciaux. Mais lorsqu'on a des épisodes, notamment comme celui autour de Riley, où il fréquente des drogués vampires dans un système particulier, ils ont dit attends, c'est quand même un cas particulier, on va pas non plus leur faire de mal. Je dis c'est quoi ton problème, Jace? Pourquoi tu dis ça? Ce sont des vampires, des personnes qui ont perdu leurs âmes. Je veux dire, t'arrêtes pas de demander à Buffy de les buter dès lors qu'ils sortent du tombeau. Maintenant qu'ils sont sortis du tombeau et qu'ils font ça, non, on va pas les tuer. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Les vampires sans âme sont des monstres à tuer. Bordel de couilles! C'est un truc que vous avez instauré dès le début comme ça, quoi. Et le fait que vous les tuez nonchalamment autant de fois à plusieurs reprises, vous ne pouvez pas dire ah bah maintenant il existe quelques vampires particuliers qu'on peut sauver histoire d'eux. C'est le même délire de merde, et vraiment qui m'a pas mal gavé avec l'épisode avant-dernier de la saison 5 d'Angel, où on lui donne un petit copain vampire, quoi. Vampire sans âme, quoi. On est d'accord. Comme si c'était cool, comme s'il n'y avait pas de problème. Allez vous faire mettre. Non, il y a un problème. Enfin bon, quoi. Et pour moi, c'est le pic. C'est le pic, Harmonie, parce que déjà, le fait de vouloir la faire se sortir de toutes les situations à chaque occasion, alors qu'il y a des tonnes d'occasions pour la buter. Il y a un moment donné, elle tourne le dos à Buffy et Spike, il pourrait facilement la buter rapidement, mais non, on va pas le faire parce que c'est un personnage comique de service qui peut nous être utile plus tard. Et quand elle réapparaît dans la saison 5 d'Angel, pour être sa secrétaire, parce que West dit oh, j'y ai pensé, ce serait une bonne idée. Quoi, c'est une bonne idée? C'est une vampire tueuse. Elle veut se racheter une conduite, c'est quoi ce délire? Vraiment? Et le truc avec ça, c'est qu'en plus, ça va même pas jusqu'au bout. On insiste sur ce personnage, on en fait un perso récurrent, une fois de plus, ça fait partie du casting habituel maintenant, et on lui fait même un épisode centré entièrement sur elle, et à la fin, on finit par dire, bah en fait non. Non, ma nature est quand même importante, donc je décide de redevenir une sale vampire, et à la fin, Angel dit, ok, cache-toi, j'ai même pas de buter, sur quoi que ce soit, vas-y, continue ta vie. Ce personnage, c'est un foutage de gueule. C'est le cas le plus exaspérant de forçage de présence d'un personnage simplement parce qu'on aime l'actrice. Je crois que c'est que ça, hein. Ça peut être que ça. Et donc, ouais, pour moi, ça vaut un mieux. Elle a des moments où elle est drôle lorsqu'elle a la potiche de service, donc je lui accorde ça. Mais cette espèce d'acharnement à garder ce personnage, lui donner de l'importance, est ultra gavant pour moi. Bon, on commence avec vraiment nos personnages centraux, et on démarre avec le plus polémique, puisqu'il s'agit de Connor. Connor. Je vais le mettre en C. Et ouais, c'est pas un C moyen ou quoi que ce soit, c'est un C où il y a du bien et du moins bien. Parce que le moins bien, il est quand même assez grave. Hein. C'est un personnage qui a été forgé par son passé à Themyscira, me semble, enfin la dimension démoniaque que ce type a construit. Et donc, il a été totalement forgé pour le combat, la monstruosité, tout ça. Ce qui fait qu'il a beaucoup de mal à s'intégrer dans un monde beaucoup plus normal, plus humain, auquel il n'est pas habitué. Et il se laisse facilement influencer. Donc il se fait bien entendu facilement influencer par son père de substitution, Holtz. Une fois de plus, c'est un grand manipulateur ce gars, hein. J'aime beaucoup le conflit qu'il apporte. Et il se laisse aussi influencer par ceux qui veulent un peu profiter de lui, surtout les filles, parce qu'il a les hormones, tout ça. Et ouais, il y a un truc un peu tragique dans le fait que ce mec n'arrive pas à connaître le bonheur. La paix, la stabilité à cause de ce qu'il a vécu. Et à la fin de la saison 4, lorsqu'il dit merde, je veux tout envoyer en l'air parce que j'ai rien pour moi, et que Angel dit oui, après tout ce qui s'est passé, je vais essayer de me sacrifier pour qu'il ait la vie qu'il mérite, une vie simple. C'est super cool, vraiment super cool de montrer la tragédie du personnage. Le problème, c'est que c'est un putain de génial une grande partie du temps, à toujours se plaindre, à faire exprès une
majorité du temps à choisir le camp opposé à celui d'Angel juste pour le faire chier. Ça en devient un peu saoulant, ce besoin constant d'entrer en conflit de sa part avec notre héros principal, au point où il en est devenu irritant, assez irritant. Et Hmm, j'ai j'ai eu un peu de mal avec ça. Il devient un peu saoulant sur son comportement, même si j'apprécie énormément le concept du personnage. Et je pense que j'aurais quand même mis en C+, malgré tout ça, s'il n'y avait pas eu la fin où on a un peu trop torché le personnage en voulant à tout prix le mettre en avant. Je veux dire, dans la saison 5, il y a un très bon épisode. Au début, on le fait revenir, où il doit donc en finir avec lui. Alors, je veux dire, il faut que j'en termine avec ce gars. Hein. On force un petit peu Angel à faire en sorte que qu'il se combatte. Et où on suggère de façon assez évidente qu'il retrouve ses souvenirs, sa mémoire. Mais qu'il décide quand même de continuer sur sa vie simple. Avec ses nouveaux parents, tout ça, parce que il retrouve une stabilité là-dedans, c'est assez joli. Et c'est une dernière rencontre entre ces deux-là, j'aime beaucoup. Mais après, il fallait que vous foutiez ça en l'air en disant ah tiens, en fait, j'apparais à la fin pour me battre un petit peu avec toi. Je suis un acteur que les auteurs aiment beaucoup, donc on me force un petit peu, dites donc. C'est naze, je trouvais que l'ambiguïté de fin de l'épisode où il apparaissait dans la saison 5 était cool, mais la fin, le forcer à la fin, je trouvais ça abusé. C'est vraiment dommage, quoi. Mais c'est vraiment un dent de scie, mon appréciation sur ce personnage, qui fait que... Ouais, je sais pas, je vais le mettre là. Voilà, je vais le mettre là. Hein. Je, je trouve qu'on aurait pu faire largement mieux dans l'idée, mais le concept fut pas ni une seule seconde qu'il offre beaucoup de choses. On poursuit avec notre tout premier héros de la bande qui n'aura pas duré très longtemps, Allen. Bien, sympathique. Alors, j'aime l'histoire autour du personnage, c'est un semi-démon, hein, donc un sang impur, qui a du mal à accepter sa nature démonique et à le faire savoir à Cordelia, envers qui il a un peu le béguin. Alors, il y a un début de couple entre eux qui se forme, ça n'ira pas très loin parce qu'il se sacrifie très vite dans la saison 1. Son sacrifice est très joli, on a développé suffisamment pour pas que ça fasse rusher, mais ça met aussi en place le fait qu'il n'est pas ultra développé aussi. La tragédie de sa mort est suffisamment bonne pour avoir un impact, mais est-ce qu'il est ultra marquant en tant que personnage? Je sais pas trop. Il est suffisamment sympathique et une fois qu'on se penche sur son histoire, très vite malheureusement, elle est bonne, mais on aurait pu en faire plus. Cela dit, voilà, c'est un bon tremplin. Voilà, c'est un début de quelque chose et oui, amener ses pouvoirs à Cordelia pour la faire évoluer, je trouve que c'était très intéressant. J'en parlerai quand on y sera. Lorne, en S celui-là, je l'adore ce mec. Et respect total à l'acteur qui à chaque épisode a dû se taper ce maquillage. Parce que c'était pas évident. Ça a dû être une plaie de tourner régulièrement ce personnage avec ce maquillage qui a dû le faire suer à mort. Ouais, non, parce qu'il y a certains personnages qui ont des maquillages, notamment, je parle lui ou ce gars. Ce gars, il a toujours eu un maquillage, mais il est apparu quelques épisodes, quoi. Lui, il a eu des rôles importants, il a été au centre, il a eu des tonnes de journées de tournage, tout ça, autour de ça. Et ce mec, il est super bon. J'apprécie énormément sa jovialité, le fait qu'il essaye un petit peu de se sortir des conflits qu'il y a en créant un espace pacifique de sécurité et où malheureusement ça ne durera qu'un temps et où il sera un petit peu obligé de partager le conflit avec nos héros parce qu'il leur est redevable à un certain degré, même si eux aussi lui sont redevables énormément. Il apporte énormément de choses, il a un talent qui est excellent de pouvoir lire un petit peu l'aura des personnes à travers leur chant, ce qui amène donc des moments assez drôles, mais aussi beaucoup de passages où en toute sincérité, c'est peut-être le plus humain de la bande. Bizarrement, hein, humain dans un sens particulier. Parce que c'est quelqu'un de sensible qui essaye le plus possible d'être pacifique. Et qui est pris dans énormément de saleté qui le force un petit peu à ne pas l'être. C'est assez touchant de le voir subir ça et être un petit peu déprimé par ça à la fin. La façon dont à la fin il se dit ok, après ça j'arrête, c'est terminé pour moi, je remballe. On sent qu'il a été totalement
euh, cassé par les aventures qu'il a été forcé de vivre avec ces autres-là. J'apprécie beaucoup ça chez lui. Il a une bonne évolution et il a la personnalité assez drôle et touchante qui va avec. Je ferai le topo des rangs S après, une fois que j'aurai fait le tour. Gun, sympa. Au début, j'avoue, les premières saisons, c'est pas le plus marquant. Mais j'apprécie beaucoup son passé de vie de ghetto. On doit se battre ensemble contre les vampires parce que nous, c'est la vie et la dure et on appuie ça à travers les vampires, c'est cool. Et le fait qu'ils doivent un petit peu faire un choix. Est-ce que je suis avec les miens ou est-ce que je suis avec cette nouvelle bande qui semble à mes yeux en faire plus? Il doit faire un choix et c'est un peu difficile. J'apprécie beaucoup ce qu'on met en place là-dedans et lorsqu'il fait un peu partie de la bande et qu'il essaye de plus en plus de se faire de s'affirmer, de montrer ses talents, c'est un battant de première et il se démarque bien. Mais ce qu'il met au rang A pour moi, au rang A assez avancé même, et je vais mettre là, je préfère quand même légèrement Gloria, ce qu'il met au rang A assez avancé pour moi, c'est tout son arc dans la saison 5 où il a ce sentiment d'être encore plus que ce qu'il était avec les connaissances qu'on lui a inculquées et il finira par se rendre compte trop tard qu'il y a un prix à payer pour ça. Et il le vivra super mal. C'est très très intéressant ça. Très, très fort de sa part. C'est un personnage qui a une bonne évolution et j'apprécie vraiment les différents échelons qu'on lui fait passer. D'un cran à l'autre. Il est très bien géré ce gars dans cette série. Nous avons ensuite Fred. Ma Winifred chérie. S direct. Ah, elle est trop mignonne celle-là. Elle est tellement touchante dans sa façon d'aborder les choses. C'est quelqu'un qui a vécu une longue période de sa vie piégé dans une dimension parallèle où on la voyait plus bas que terre. Elle a été obligée de survivre après ça et il bataillait pour ne pas perdre la tête, ce qui a été très difficile. Et lorsqu'elle est revenue sur Terre, sur notre bonne dimension, il y a ce choix qui a dû s'opérer. Est-ce que je suis avec mes amis? Est-ce que je peux leur apporter quelque chose ou est-ce que je pars revivre une vie tranquille avec mes parents? Et elle a fini par choisir le camp du bien. Je peux apporter quelque chose. Et c'était très, très intéressant de voir comment ça a traumatisé en fait ça. Et comment ça l'a un peu cassé en fait cette, ce bannissement non voulu dans une autre dimension. J'apprécie le fait qu'on ait joué là-dessus dans la série, qu'on dise pas c'est arrivé comme ça, comme par hasard. Non, non. Il y a une raison derrière ça, et c'est un petit peu ça qui va casser son couple. Le fait que il y a les deux autres mecs principaux de la bande qui s'intéressent à elle, c'est totalement compréhensible. Hein, moi aussi, hein, je m'intéresserai à fond à elle, tellement elle est choupie comme tout. Il y a quelque chose de très bon là-dedans, et sa façon de lutter contre l'adversité, d'être un petit peu tête en l'air et légère dans sa façon d'être et gentille comme tout, je trouve qu'elle représente tellement de choses, elle a apporté énormément de choses au groupe à partir de la fin de la saison 2. Sans elle, la série serait pas aussi forte. Vraiment. Et il y a aussi tout le drame du personnage, parce que bon, on a fait aucun distinguo, on n'a pas fait le distinguo entre Angel et Angelus, par contre on fait le distinguo entre Fred et Illyria. Donc il y a déjà au moins ça que de faire, hein. C'est déjà cool de faire au moins ce distinguo-là, puisque voilà, Fred a eu sa mort tragique. Pas longtemps après celle de Cordelia au passage. Hein. J'avoue, c'est un truc que je trouve super fort quoi. Vous avez enchaîné l'épisode où on confirmait la mort de Cordelia avec l'épisode où on tue Winifred. Deux à la suite quoi, c'est assez fort, hein, c'est osé de faire ça. Bref, elle est morte de façon ultra tragique pour donner place à Illyria, cette espèce de divinité qui se croit supérieure à tout, qui voit vraiment le monde humain de haut, et oui, qui a des pouvoirs qui surpassent tout, tellement elle est puissante. Et il y a vraiment cette adaptation qu'elle doit se faire, parce que de base c'était vraiment le grand méchant à arrêter, mais quand elle s'est rendue compte qu'elle avait plus d'armée, plus rien, pourquoi se battre, elle a dû s'acclimater de façon très difficile dans ce corps-là, à travers Wesley, le plus touché par cette mort au passage. C'est un moment assez fort quoi, où on la voit pas souvent, elle apparaît vraiment qu'une moitié de saison, mais c'est un personnage super fort par rapport à ce qu'il représente, les traits qu'il a repris, et ce besoin d'adaptation.
C'est clair et net que le fait qu'il reprenne les traits de Winifred, c'est important, ça joue un rôle important, mais le concept même de ce personnage qui a du mal à s'acclimater à tout un monde nouveau pour elle, qui se situe tellement au-dessus en termes de pouvoir, et qui doit un tout petit peu se faire à cette dynamique, je trouve qu'elle a apporté quelque chose de très bon. Et je la situerai en haut du A. Voilà. Pas tout à fait en S, mais en haut du A pour moi. Tellement elle a apporté beaucoup. Et c'est clair et net que le drame autour du corps qu'elle emprunte et comment ça l'affecte un petit peu, parce qu'il y a toujours ce lien encore présent, quoi. C'est ça qui est dingue, quoi. On sent quand même le lien entre ces deux-là. Ça apporte un bonus tragique assez fort. On en vient donc à notre trio principal qui est là depuis la saison 1, Wesley, Cordelia et Angel. Wesley, si vous m'avez suivi en détail, vous devriez savoir que c'est mon personnage préféré de la série. Hein, parce que ça fait partie du top 15 de mes personnages fictifs préférés. Donc, étant donné que c'est lui qui figure dans mon top 15, c'est lui mon personnage préféré. C'est évident. Et c'est clair et net que si vous avez suivi que Buffy, vous devriez avoir des doutes. Mais je vous assure, son développement est génial. Tout ce qu'il doit endurer, la façon dont ça lui a forgé le moral, il y a quelque chose de vraiment, vraiment émotionnel là-dedans qui me fait avoir une peine incommensurable pour ce mec. La première saison où on le voit, là, la saison 3 de la série Buffy, c'est un petit peu le guignol de service, qui est pas non plus totalement inutile, qui est pas là juste pour le gag stupide, mais voilà, c'est un peu le guignol de service. Et quand on voit comment ce guignol de service a évolué pour être un des alliés les plus puissants, ce qui s'y connaît le plus d'Angel, et aussi l'une des figures les plus tragiques de cette série après tout ce qui s'est tapé, je vous jure, c'est incroyable de voir ça. C'est incroyable de voir ce genre d'arc être peaufiné autant. Aucun personnage n'a subi autant que lui pour moi. Et c'est en prenant en compte Angel qui a subi énormément aussi, hein, mais je l'en parlerai dans pas très longtemps. Donc ouais, mon personnage préféré de cette liste, je reviendrai en détail sur ces deux-là parce que je pense qu'ils en dépasseront certains. Cordelia, très intéressant comme personnage parce que je vous cache pas que dans les saisons de Buffy, ça va, je l'aurais mis en B+, B-. Mais c'est très intéressant de voir son développement au fil de la série Angel et comment ça a fini par la changer. Comment le fait d'être à ce point consciente des malheurs du monde a fini par transformer cette fille un petit peu matérialiste, cette fille un peu superficielle, en cette héroïne qui s'inquiète des malheurs que les autres peuvent subir et de comment les empêcher. C'est très intéressant de voir ça et le drame, la tragédie autour du personnage lorsque elle essaye un petit peu d'aider à la fin et que malheureusement ça a été une grosse manipulation. Hein, mais j'apprécie énormément sa réapparition dans l'épisode d'Angel où c'est vraiment des au revoir super touchants du personnage. C'est excellent, et très très bien géré. Même si on sent que ça n'a pas été pleinement pensé puisque elle est tombée enceinte durant la saison 5 et 4. J'en parle rapidement quoi, mais la raison pour laquelle on a eu Jasmine, hein, si je n'oublie pas une fois de plus, c'est parce que de base c'était censé être elle le grand méchant. Elle la grande puissance. Mais étant donné qu'elle est tombée enceinte, on n'a pas pu cacher ça longtemps, on a dit ok. On va dire qu'elle va enfanter le grand méchant en fait. Voilà, c'est assez drôle. Après, ça a été bien géré. Une fois de plus, j'apprécie beaucoup le concept du personnage. Donc, j'apprécie énormément son évolution et je la situe assez haut dans le classement, hein, dans le haut des A. J'aime beaucoup comment elle a évolué, elle s'est développée au fil des épisodes, hein, des saisons. C'est intéressant de voir, lorsqu'on suit les deux séries, le changement de cap que peuvent subir certains personnages. Hein. Je veux dire, même au sein seulement de la série Buffy, vous prenez Willow au début et Willow à la fin, c'est le jour et la nuit. C'est clairement quelqu'un qui a été totalement forgé par ses expériences. Et c'est encore plus important, plus intéressant, lorsqu'on voit ça à travers deux séries différentes. C'est pour ça, une fois de plus, que je tenais absolument à traiter ces deux séries en même temps, parce que pour moi, tout est lié. Je ne peux pas juger seulement la Cordelia des premières saisons de Buffy contre les vampires. J'ai besoin de juger un peu le tout et
Et c'est très intéressant de voir le tout en détail. Et enfin, Angel. Techniquement le plus gros morceau parce que je pense que c'est le personnage qui apparaît le plus souvent de toutes les séries. Ouais, il apparaît 3 saisons dans Buffy, les 5 saisons entières dans sa propre série, donc 8 saisons. Plus des apparitions ponctuelles dans la série Buffy contre les vampires. Je pense sincèrement qu'on peut dire que c'est celui qui apparaît le plus souvent dans les épisodes de cette double série. Donc, le vrai perso principal de toute cette histoire, et il y a vraiment une tragédie autour du personnage, dans le fait de retrouver un moyen de se racheter après avoir retrouvé son âme, et d'avoir une récompense à la clé. C'est vraiment intéressant de voir ce qu'il est prêt à faire, les moments de doute où il tombe, où il est prêt à laisser tomber les choses, mais où il a besoin de remonter, de retomber sur ses pattes. C'est très intéressant de voir aussi son passé le rattraper à de nombreux moments, de voir ce que Angelus a forgé en lui et de voir ce que les différentes épreuves lui ont fait faire. Je veux dire, je n'en ai pas parlé, mais l'épisode qui m'a le plus marqué facilement, c'est dans la saison 3, justement autour du portail que ce mec a créé, s'il a retrouvé, voilà ça, où à cause de ce que Wesley a fait sans trop le savoir, il a perdu son fils. Et je vais pas vous spoiler la fin de cet épisode au cas où vous l'auriez pas vu et que vous soyez intéressé après ça sans connaître la série, hein. Mais punaise, le moment de fin de cet épisode, ça vous prend aux tripes. Ça vous prend aux tripes, qu'on ose faire quelque chose comme ça, c'est énorme. J'aime énormément le développement d'Angel par rapport à ce que son passé a affecté en lui et comment les épreuves affreuses qu'il doit endurer en essayant de faire le bien le casse. Ce besoin de recherche du bonheur de sa part alors qu'il a été privé d'âme pendant longtemps et avec toutes les casseroles qu'il a derrière lui, c'est difficile. Et oui, cette prophétie qu'on crée à la fin, et où il est prêt à renoncer à tellement de choses, juste pour faire ce qui est juste, pour taper un grand coup. Ces sacrifices qu'il est prêt à faire, et ces moments où il tombe, je veux dire, c'est un personnage ultra complexe et tragique à tellement de niveaux. Qui sait avoir ce moment drôle, hein. Qu'on soit bien d'accord, la plupart de ces personnages, presque tous ces personnages, savent être drôles quand ils font. C'est une série qui sait bien jongler avec son humour et son ton sérieux, contrairement à pas mal de séries de nos jours, malheureusement. Ce personnage est ultra tragique et je le trouve encore plus réussi que Buffy. Et c'est dire, parce que Buffy est un excellent personnage aussi, hein, mais je trouve qu'Angel, dans cet arc qu'on lui crée, dans ce passé qu'on lui a fait, dans ces casseroles qu'il doit se trimballer régulièrement, est plus marquant que Buffy. Je vais même dire qu'il est un petit peu au-dessus de Willow. Ensuite, pour ça, je dirais que Lorne est un petit peu au-dessus d'Alex, et que... Putain, elle est tellement géniale, je la mets là. Ouais, elle est tellement géniale, Fred, que je peux pas le mettre plus bas. Vous avez donc mon top 8 des personnages de Buffy Angel, hein, dans leur intégralité, hein, et vous pouvez un petit peu aller au-dessous. Hein. Je suis content, j'ai même fait le détail d'ordre à peu de choses près. Donc c'est presque à peu de choses près l'ordre de préférence de tous les personnages qui sont mis en avant. Sachant qu'il y en a quelques-uns que j'aurais pas été compte de pointer une fois de plus. La Force, Angelus et Angel qui sont pas tout à fait les mêmes personnages, faut pas exagérer. Ce genre de choses, c'est dommage, mais globalement, vous avez un bon aperçu de mon appréciation de ces personnages et... Wouhou! C'était long, c'était long. J'espère que vous vous êtes accrochés, hein, sinon ceux qui ont juste vu Buffy, qui sont revenus à la fin juste pour avoir le mot de la fin, eh ben... Merci d'avoir suivi au moins la moitié. Hein. J'espère que cette liste vous aura plu. Je reviens rapidement sur ce point de vue-là. Je vous donne rendez-vous pour de futures vidéos. À très bientôt.